France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est vendredi, c'est la dernière, oui, avant le week-end, avec le grand forum bien sûr. Et j'ai envie de dire un duo inédit pour le coup en ce vendredi. Nadia Lazouni, comment ça va? Très bien Christophe, toujours ravi d'être là, hein, à vos côtés. Ravi de t'accueillir ma chère Nadia, aux côtés de Tarek Mami, qui est lui plus habitué du vendredi on va dire. Bonjour Tarek. Le pilier du vendredi. Voilà. On dit le vendredi c'est Mami. Voilà. Bonjour Christophe, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs, j'espère que tout le monde va bien et qu'on va passer 2 heures à la fois d'échange et de découverte dans un climat à la fois apaisé et puis courtois. Un peu tourmenté aussi. Non. On essaye justement de baisser la tension pour faire courtois et pour faire cordial. Même quand on n'est pas d'accord. Je suis pas sûr qu'avec les sujets proposés on y arrive. C'est pas grave. Bon. Nadia, on va parler de Fillon avec toi, tiens. Ouais, je sais pas, je me suis réveillée ce matin et je me suis dit, mais il est où Fillon? Est-ce qu'il a rendu les thunes? Et donc voilà, c'est une question que je me suis posée, ça sera ça. La deuxième question est plus intéressante que la première, quoi. Oui, voilà, c'est un peu, c'est intimement lié, donc on va essayer de répondre à cette question. Et ton coup de cœur est physiquement présent. Eh ben oui, on a beaucoup de chance d'avoir le coup de cœur ici. Elle s'appelle Hani. C'est la créatrice de Maharani's, des bijoux chic oriental, mais elle peut faire un petit coucou, hein, Hani. Coucou. Coucou à tous. Bonjour. Des bijoux. Bonjour. Des bijoux Merci chic, de m'accueillir. Oui, orientaux chic. D'accord. C'est pour les autres orientaux, ils sont plutôt ploucs. On parle des bijoux là. La marque Maharani's est une marque, orientale chic. Qui s'adresse à un public spécifique? Ah non, pas du tout. Non, d'accord. Ah non. C'est ouvert à tous. Une marque métissée déjà. Mais quand vous dites chic, ça veut dire que c'est au niveau du prix un peu. Pas forcément. On a une gamme de prix plutôt accessible, mais chic parce que c'est des bijoux qui sont plutôt dorés, avec parfois certains sertis à leur fin, et aussi avec cristaux Swarovski. Ah oui, d'accord. Okay. Ah, j'ai pas le droit de citer la marque. Du temps de Sarkozy, on appelait ça bling bling. Mais maintenant, c'est mieux chic. Voilà, chic, c'est mieux. Vous l'avez ôté. Mais non, vous verrez, elle a apporté avec elle des parures, vous verrez que c'est pas bling bling. C'est raffiné. D'accord, très bien. Merci de m'accueillir. Pas forcément. Bon, j'avoue que je suis pas forcément un connaisseur en la matière. Mais bon, je laisse évidemment Nadia qui est beaucoup plus connaisseuse sur le sujet, en l'occurrence. Merci à Hani et merci à Christophe de me faire confiance. Tu sais que j'ai un goût prononcé pour l'esthétique, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ouais. Ça se voit sur toi d'ailleurs. Tarek, dans ton avis tranché, on va parler de quoi? Alors, dans l'avis tranché lui-même, on va parler de la seule démocratie du Moyen-Orient. Laissez-moi deviner Israël. Que vous connaissez. Oui. Quand on regarde la mythologie, ça s'appelle Janus. Janus, c'est le dieu qui a 2 têtes collées l'un à l'autre qui ne peuvent jamais se voir. Donc vous avez le bon côté de Janus et le mauvais côté de Janus. Et aujourd'hui, on va faire Janus dans le miroir des Palestiniens. Combien de prisonniers, combien de morts. C'est aussi ça la démocratie. Des chiffres quoi. Des chiffres. Coup de cœur? Alors coup de cœur en fait c'est très court parce qu'on a déjà parlé, c'est Pascal on en a parlé hier avec Majid Messaouden. Tout à fait, Pascal Boniface, j'y étais à sa conférence de presse, superbe conférence antisémite. Et puis pour une fois... Le livre on précise parce que attention, conférence antisémite ça peut porter à la confusion. C'est pas grave, tu vois ça au point où on le livre s'appelle Antisémite. Oui, voilà. Au point où on en est, un antisémite de plus ou de moins. Et par contre j'aurai un vrai coup de cœur. Pour une fois on va parler du Moyen-Orient, de la culture et d'un festival de culture, alors qu'au Moyen-Orient jusque-là c'est tank, mort, assassinat. Bon, et bien c'est parti sur France Maghreb 2 avec le programme pour ce vendredi. C'est gai, hein? Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, avec la fin de la guerre contre l'État islamique, les économies du Moyen-Orient redémarrent. Merci au pétrole. Après une première visite officielle au Maghreb en tant que président, au Maroc dès le 14 juin 2017, puis en Algérie le 6 décembre dernier, la Tunisie viendra donc en 3e position pour Emmanuel Macron à l'issue d'une invitation de son homologue tunisien. Une visite très attendue durant laquelle une séance plénière extraordinaire se tiendra donc le 1er février prochain à l'occasion de la visite d'État qu'effectue le président les 31 janvier et 1er février. Le présentateur d'Enquête exclusive s'est récemment exprimé sur Twitter contre le port du voile à la télévision. Ses positions hostiles à l'islam se multiplient en dehors de ses émissions. Bernard de la Villardière est-il adepte du sensationnaliste ou islamiste?
islamophobe? C'est la question qu'on se posera tout à l'heure. La question LGF, si l'État islamique a vu son califat tomber en Syrie et en Irak, il continue d'attirer de nouveaux partisans. Est-il toujours une menace selon vous? Vous répondez à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. On terminera tout à l'heure par une bonne dose de liberté avant de partir au week-end dans le cadre de Libertad. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h avec cette question du jour que l'on vous pose aujourd'hui à propos de Daesh qui certes a été on peut le dire laminé en Syrie et en Irak, mais qui continue de recruter et surtout d'avoir des personnes qui les rejoignent. D'où cette question, est-ce que Daesh, selon vous, Nadia, Tarek, Mamie, auditrice, auditeur, est-ce qu'on peut considérer qu'il représente toujours une menace aujourd'hui? Alors moi je vais être rapide, Tarek, donc si vous me le permettez, je vais y répondre. Je veux dire que tant que Assad restera au pouvoir, l'État islamique ou Daesh sera toujours une menace. Voilà, enfin c'est un monstre face à un monstre, c'est ça en fait. Alors qu'Assad reste en place ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance avec Daesh, parce que Daesh c'est d'abord des idées très mauvaises, c'est ensuite une construction occidentale avec plusieurs buts à la fois, et vous verrez que quand demain l'Arabie Saoudite n'aura plus d'argent à donner à Trump au futur président, tout d'un coup, notre ami, entre guillemets, Assad, va devenir l'ange de la région, et ce sont les Saoudiens qui vont subir la même chose avec un découpage de 5 pays. En tout cas, Daesh justifie, en tout cas, fonde sa légitimité, dans la région, par rapport à un tyran, et c'est comme ça, en tout cas, que Daesh... En Irak aussi. Même pas, parce qu'en Irak, il n'y a pas la même chose, et surtout derrière, Daesh a tué quand même beaucoup plus de musulmans et de non-musulmans que de Alaouites, pour faire simple, pour rentrer dans cette description de secte qui n'existe pas normalement. Et donc, si vous voulez, c'est un prétexte. Madame Clinton reconnaît elle-même qu'elle a constitué Daesh avec d'autres. Bon. Et je ne sais pas si vous avez lu le livre de Nicolas Hénin justement sur la création, l'émergence en tout cas du mouvement Daesh qui est effectivement parti en Irak. Enfin, à la base, Daesh, quand ils étaient là-bas, leur légitimité c'était quoi? C'était de protéger ces sunnites contre les milices chiites qui prenaient une revanche depuis la chute de Saddam Hussein. Et ensuite, ils ont étendu, on va dire, leur territoire parce qu'ils étaient très populaires à la base. Alors, c'est un peu plus compliqué que en ça, Syrie. parce qu'en fait, à la chute de Saddam, la minorité sunnite qui avait le pouvoir va se retrouver en minorité face aux chiites qui sont revanchards, beaucoup moins aujourd'hui, mais dans les premières années, c'était revanchard, et d'ailleurs, l'exécution de Saddam Hussein le jour de l'Aïd n'est pas gratuite. Voilà. Et donc, il y a une alliance objective entre les militaires héritiers de Saddam, sunnites, et ces nouvelles personnes qui ont été formées, il faut le savoir, dans les prisons américaines en Irak. Et donc, si vous voulez, on ne peut pas, quand on fait des recherches, quand on travaille, moi, j'ai dû lire une vingtaine de livres sur Daesh, par les uns, par les autres, et je trouve, par exemple, que le meilleur livre sur Daesh est le livre d'un journaliste de Paris Match, censé faire le choc des photos. C'est pour dire. Hein. Ben, c'est pour dire, parce qu'il était là-bas pour faire ses images, machin truc, et tout d'un coup, il est tombé dans la sauce Daesh, et il a voulu comprendre. Et il explique très bien qu'on ne peut pas justifier aujourd'hui Daesh par Bachar ou par d'autres, mais par, si vous voulez, ce que j'écris, moi, dans un papier, le nouveau Moyen-Orient. En fait, le but final de Daesh est un instrument pour découper l'Irak en 2 ou en 3, la Syrie en 2 ou en 3, pour arriver à obtenir des territoires grands comme la Palestine, Israël, avec des noms confessionnels. Donc il y aurait la Syrie sunnite, la Syrie chiite, la Syrie alaouite, pour qu'Israël derrière, non seulement elle reste la puissance, mais puisse revendiquer l'État juif, en disant, vous avez bien un État sunnite. Donc c'est une construction intellectuelle beaucoup plus forte, sauf que les manipulateurs en général trouvent les bons moyens et le bon moment pour alimenter. Et quand vous trouvez les armes de Daesh, toutes les armes de Daesh sont américaines. Et quand Daesh va prendre donc Mossoul, la plus grande, l'armée américaine dépose des milliards de dollars en papier à 10h du matin, à 11h du matin, dans la banque centrale de Mossoul, et l'armée américaine se retire, et à 16h, il y a Daesh qui arrive pour occuper la ville et aller à la banque et trouver donc le magot qui lui a été déposé. Donc quand vous reprenez tous les éléments de construction, c'est une construction de destruction. Donc oui ou non alors? Elle reste très dangereuse dans le sens où ces idées doivent être éradiquées avant. J'allais dire, pour moi, c'est plus important d'éradiquer les idées
que d'éradiquer les hommes, parce que quand vous arrivez à faire changer les hommes d'idées, ils deviennent moins dangereux. Et vous connaissez, cher Christophe, ma phrase, que pour moi, la bataille des idées est supérieure à la bataille des armes, puisque les armes, ça se termine, ça se périme, mais les idées continuent et finissent par vaincre. Après, je voudrais juste ajouter quelque chose rapidement. Enfin, vous disiez que les armes de Daesh étaient américaines, les armes des Kurdes aussi sont américaines. Oui, tout à fait. Donc d'accord. Donc ça veut dire. Non, mais donc ça confirme que c'est les Américains qui veulent détruire les deux, c'est tout. Et donc Daesh est américain. Bon, alors, oui, américain en partie, mais on pourrait dire la même chose du alimenté PKK, aussi. Si les armes, on pourrait dire que le PKK est américain, puisque ils sont sur la liste des organisations terroristes, et pour autant on leur donne des armes pour combattre Daesh qui c'est le PKK d'aujourd'hui. Fournit également les armes. Le PKK d'aujourd'hui, parce que le PKK d'hier, les armes étaient américaines prises sur l'armée turque. C'est pas la même chose. Ils n'étaient pas fournis par les Américains directement. C'est des armes qui étaient piquées dans la bataille contre l'armée turque. Moi, de ce que j'ai lu, de mes modestes lectures, c'est que Obama fournissait les armes au PKK. Ah oui, tout à fait. Sans les récupérer des Turcs. Non, mais parce que ils ont créé, j'en termine là parce que c'est un sujet très passionnant. En fait, ils ont créé Daesh pour officiellement attaquer Bachar, le dictateur. Et après, ils ont dit Daesh est devenu trop fort, et donc en fait, faut lui limiter ses moyens, et donc on monte les PKK dans une guerre diplomatique avec les Turcs, parce que Erdogan, à certains moments, commençait à les emmerder, sauf que Erdogan, malheureusement pour lui, j'en termine là sur lui, est un homme instable. Parce qu'il est votre ami d'aujourd'hui, votre ennemi le lendemain. Il est très proche d'Assad à l'époque, très proche d'Assad. Oui, aujourd'hui c'est son ennemi. Alors donc vous êtes donc Daesh reste une menace. Une menace, j'allais dire dans les idées pour moi, beaucoup plus que dans les hommes. Vous êtes également 73% à partager cette vision, finalement, en disant que Daesh représente une menace sur Twitter, 74% sur Facebook. Donc voilà, on a des scores à peu près similaires sur les deux réseaux en l'occurrence. Vous continuez en tout cas de voter, de répondre à la question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Avant d'entamer notre premier sujet, je sais pas si t'es un petit peu averti en matière économique, ma chère Nadia. Nadia, ça dépend de. Non, je me dis peut-être t'avais une question pour Hani. Non, on va parler du pétrole. On va essayer, vas-y. Non, parce qu'on s'aperçoit que finalement les économies du Moyen-Orient repartent et ça se passe plutôt bien selon certains observateurs. Au détriment des économies de l'Algérie. Non, on parle pas de l'Algérie. Là, on parle plutôt de l'Arabie Saoudite. Non, parce que tu parlais du pétrole, c'est que justement l'Algérie qui fonde beaucoup ses économies, enfin son économie sur le pétrole, et que le prix du baril a chuté, donc l'économie algérienne est mise en péril. Ce qui n'est pas le cas pour le coup des pays du Moyen-Orient. Eux sont épargnés. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on va tenter de comprendre dans un instant. Mais juste auparavant, une petite info en bref. On en a déjà parlé. Le plan du gouvernement israélien pour expulser près de 40 000 étrangers en situation irrégulière, essentiellement. Essentiellement africains. Une partie se dit juive et une autre partie ne se dit pas juif. C'est plus compliqué. Et des Érythréens aussi arrivés dans le pays avant 2012 notamment. L'opposition politique est plutôt silencieuse sur cette question, mais la société civile, pour le coup, elle, il faut le saluer, se mobilise et essaie de faire pression donc sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire parce que ça fait beaucoup de bruit cette info en Israël et l'opinion publique pour le coup se mobilise et essaie de faire pression. Voilà. Tu commentaire, non? Le commentaire, c'est que même quand on n'a plus de conscience, il en reste encore un petit peu. Et comme aujourd'hui, il est très très difficile de pouvoir prétendre défendre les Palestiniens en Palestine, et que dans cette société israélienne, il y a beaucoup d'hommes et de femmes formidables qui ont défendu les droits, ne serait-ce que pour leur propre conscience, ils vont défendre donc ces migrants. D'accord. Alors, ça s'est passé aujourd'hui dans un contexte militaire tendu, dans le Sahel notamment. Emmanuel Macron présentait tout à l'heure ses vœux aux armées à Toulon. Ça s'est passé dans le sud de la France. La capacité d'intervention militaire de la France sera maintenue à son meilleur niveau. C'est ce qu'a déclaré tout à l'heure le président de la République, qui a aussi rendu d'ailleurs hommage aux 7 militaires français tués sur le terrain en 2017. Écoutez un extrait de ces vœux présentés ce matin aux armées. En opération sur les théâtres, mais aussi au cours d'activités opérationnelles sur le territoire national et en mer le long de nos côtes. 7 militaires de nos armées sont morts en 2017. Je sais que leurs familles, éprouvées, sont chaque jour soutenues par la communauté militaire. C'est votre honneur à tous et je vous en remercie au nom de la nation tout entière qui n'oublie jamais ce qu'elle doit à ceux qui sont morts pour sa liberté.
Je veux une France forte, maîtresse de son destin, protectrice de ses citoyens et de ses intérêts, capable d'assurer sa défense et sa sécurité, et en même temps capable de proposer des réponses globales aux crises qui nous touchent. Je veux une France qui aide et qui protège ceux qui sont les victimes de l'obscurantisme ou du terrorisme, dont la voix soit entendue par-delà nos frontières. Je veux une France fidèle à ses engagements au sein de l'Alliance Atlantique, mais qui soit également le moteur de l'autonomie stratégique européenne. Voilà, c'était Emmanuel Macron donc ce matin, donc il a présenté ses vœux et il a reçu d'ailleurs Merkel cet après-midi après avoir rencontré Theresa May hier. Un programme chargé pour Macron, hein, donc Faut le suivre. Hein. faut le suivre. C'est vrai, il est rapide, il est jeune, c'est pour ça, il est jeune. Il arrive Peut-être qu'il a un hologramme. peut-être. Non, Allons savoir. Il y en a qu'un qui a. C'est ça. C'est Mélenchon qui est à Marseille aujourd'hui, Ouais. qui va présenter ses vœux, lui, au nom de la France Insoumise. C'est la rentrée de la France Insoumise aujourd'hui, après les vacances d'hiver. Ça se passe donc à Marseille aujourd'hui. Un petit mot de la Tunisie, Tarek, pour dire que la pression sociale est quelque peu retombée, mais l'ambiance reste lourde visiblement après les manifestations. L'heure est au décompte des arrestations et à la justice. Dans tout le pays, plus de 930 personnes ont été arrêtées. Ouais, 973. Les procès sont donc nombreux à venir. Hein. Hier à Tunis comparaissaient 21 personnes par exemple, arrêtées dans la petite ville de Tebourba à 35 km de la capitale, ville où les manifestations contre la vie chère avaient démarré le 8 janvier dernier, accusées d'avoir participé à des actes de violence. Cette audience a surtout révélé que de nombreuses arrestations ont eu lieu de façon arbitraire. En tout cas, c'est ce que dénoncent beaucoup de personnes qui ont été arrêtées. L'avantage des arrestations arbitraires, c'est qu'en Tunisie aujourd'hui, vous êtes vraiment un pays qui fait ça, c'est Israël, hein. Merveilleusement bien. Mais que vous êtes dans un pied de droit, et si les personnes arrêtées arbitrairement, ils seront relâchées. Par contre, le président du tribunal ou le juge va leur poser cette question. Vous faites une manifestation, pourquoi vous attaquez tel immeuble, pourquoi vous prenez telle voiture? Si vous avez la bonne réponse. Comme ce qui se passe en France finalement, Partout, quand il y a des manifestations. Oui, donc ceux qui ont fait doivent condamner. Alors je rappelle juste qu'il y a eu un mort dans ces manifestations. J'allais dire un mort, c'est déjà beaucoup, mais un mort c'est bien par rapport aux mouvements sociaux, parce qu'une bousculade c'est 3-4 morts, et donc il y a un seul mort dans cette ville de Tebourba. Mais il faut, si vous voulez, en réalité pour faire des fois comique ou rigolo, les opposants de Tunisie sont tous rentrés. Ben Ali est parti. Maintenant, quand tu vas faire tomber le gouvernement, tu vas faire venir qui? Des extraterrestres? Donc la solution n'est pas celle-là. Il y a un gros problème, par exemple, puisque vous parlez d'économie de pétrole, Christophe. Alors, selon des chiffres, il y a 70 000 personnes qui ont été embauchées dans la fonction publique sous la Troïka. Ça veut dire 60 000 fonctionnaires dans un pays comme la Tunisie, APN, rien foutre, pour faire simple. Il y en a même qui parlent de 370 000. Et il y en a beaucoup ici, hein, vous savez. Non, oui, mais proportionnellement. Ouais. Mais en 3 ans. On reprochait à Ben Ali d'avoir beaucoup embauché, mais là, tout d'un coup. Et le drame, c'est qu'il y a surtout beaucoup de compensations financières des militants de Nahda qui ont passé quelques mois ou quelques années en prison, et que ces militants ne se sont pas révélés comme, j'allais dire, des entrepreneurs et des hommes d'affaires. Et donc, ils n'ont pas créé d'entreprise pour créer de la richesse, pour créer de l'emploi. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté des voitures, des maisons, et donc ils ont tué l'argent qu'ils ont reçu. Et ça, c'est peut-être une erreur. Lors des compensations, il aurait fallu, mais c'était Narda qui était au pouvoir, d'exiger que cet argent serve à la productivité du pays. Ça n'a pas été fait. C'est le même problème en Algérie, ça a l'air d'être le même. Justement, tu parles de l'Algérie, Nadia. Ça tombe bien parce que il paraît que les services, les renseignements algériens sont très inquiets de ce qui s'est passé en Tunisie, et alors essaient de mettre tout en œuvre pour éviter la contagion tunisienne en Algérie. Voilà, c'est ce qui ressort en tout cas de différents articles. De ce côté-là, il y a une telle bonne collaboration entre les services que je peux vous dire ce qui se passe, je dirais, à Mamet, et tout le monde est au courant tout de suite à Taman Rasset. Je parle des services. Donc il y a une collaboration qui fait que les deux pays aujourd'hui ont intérêt à se préserver l'un l'autre. Bon, est-ce qu'on peut faire un peu d'économie, même si c'est vendredi, même si c'est bientôt le week-end? Parce que ça, en tout cas, le sujet l'exige. La situation, en tout cas, s'améliore visiblement au Moyen-Orient avec la fin de la guerre contre Daesh. Malgré cette longue guerre. Ça c'est des spécialistes en économie, moi, vous savez que moi, issus de différents instituts, notamment américains. À partir d'aujourd'hui, je vais devenir spécialiste des bouddhistes. Ouais.
Bah, si vous voulez, oui, pourquoi pas. Comme ça, je peux vous En tout cas, les perspectives sont meilleures pour la plupart des pays de la région. Selon les analystes, donc 3 grands facteurs sont à l'origine de cette évolution, la hausse des prix du pétrole à des niveaux soutenables. Oui, la victoire donc au Moyen-Orient, mais pas en Algérie. non, mais on parle pas de l'Algérie, je Non, parle du mais attendez, Moyen-Orient là, non, mais- de l'économie du Moyen-Orient. Oui, mais on Voilà, rigole. on s'entend bien. On rigole. Pourquoi le pétrole du Moyen-Orient monte alors que le pétrole d'Algérie ne monte pas, alors que les deux sont dans la même institution qui s'appelle l'OPEP? Alors, je vais juste donner la vision, Allez-y, après la vous pourrez deuxième, donner mon votre ami. point de vue, évidemment. Ah oui, allez-y. Donc l'amélioration de la disponibilité du crédit aussi, ça c'est un des facteurs. Ouais. Certains des facteurs qui restent quand même spécifiques à chaque pays. Le plus important, si tout s'arrange, c'est grâce au pétrole, c'est ce qu'on peut retenir. Encore. Explique donc un responsable mondial de la stratégie monétaire des marchés émergents américains, enfin responsable d'un institut américain. Donc l'organisation des pays exportateurs de pétrole donc a maintenu les réductions donc à un prix le baril qui est à plus ou moins en ce moment à $60 qui convient donc visiblement à tout le monde, hein. Importateurs comme exportateurs d'ailleurs. L'OPEP a récemment décidé de contribuer à soutenir les prix et a accepté par conséquent de réduire sa production de pétrole brut. De telles réductions donc ont permis, selon les analystes, de stabiliser le prix du brut qui, début 2016, souvenez-vous, se négociait à moins de $30 le baril. Les pays les plus immédiatement, bénéficiaires sont les plus gros exportateurs, qui ont tendance d'ailleurs à dépendre fortement de leur manne pétrolière en volume, par ordre décroissant. Voilà quels sont ces pays: l'Arabie Saoudite, l'Irak, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, l'Iran et enfin le Qatar. Cependant, lorsque les revenus pétroliers augmentent dans la région, les pays qui ne sont pas les principaux exportateurs de pétrole en bénéficient également parce que le commerce transfrontalier tend à s'améliorer lorsqu'affluent les pétrodollars. Le commerce international donc tient en partie de la défaite de l'État islamique. Cela devrait participer à la réouverture, selon ces analystes, des routes commerciales entre la Syrie et l'Irak. Cela signifie donc peut-être que le commerce transfrontalier pourrait augmenter dans cette partie de la région qui a souffert, il faut le dire, durant la guerre contre Daesh. De fait, une loi économique stipule que le développement du commerce a tendance à profiter à toutes les économies concernées. La plupart des économistes sont également convaincus qu'à long terme, la guerre n'améliore aucune économie. C'est bon signe tant que se maintient la paix relative en Irak et dans les régions environnantes. Alors voilà, ça c'est la vision un peu qu'on peut lire. 3 remarques, si vous permettez. Oui. Première remarque, tout ça est fou. Deuxième remarque, il y a plus d'argent quand il y a la guerre que quand il y a la paix. Troisième remarque, ça s'appelle bravo MBS Mohamed, Mohamed Ben Salman, qui est le nouveau roi, on va travailler avec lui. Tout ça est faux. Ok? Tout ça est faux parce que cette économie ne peut pas redémarrer, parce que si elle était redémarrée, les Saoudiens n'auraient pas aujourd'hui besoin de confisquer l'argent des plus riches et de demander de l'argent à l'international. Tout ça, c'est une stratégie des instituts américains pour dire nous sommes en train de soutenir le MBS contre lequel avant-hier Eman Watch. Donc la guerre, ça rapporte, Tarek? Ça rapporte beaucoup plus, Christophe. Ouais. La guerre, elle rapporte 2 choses. Ça oblige tous les belligérants à acheter, à payer l'argent. Ça les oblige à détruire tout ce qu'il y a pour pouvoir reconstruire derrière. Voilà. Donc, la guerre rapporte plus. Le pétrole se vendait à $30 en 2016. Oui. Il se vend à $60. Mais qui le bloquait à $30? C'est l'Arabie Saoudite. Qui le fait augmenter? C'est l'Arabie Saoudite. Qui réduit sa production. Voilà. Et l'Arabie Saoudite est aujourd'hui emmerdée parce que, en augmentant le prix de pétrole, elle va donner de l'argent à l'Iran. Or, elle veut pas donner de l'argent à l'Iran. C'est la quadrature du cercle. Laisse tomber tout ça. J'ai des moi spécialiste bouddhiste aujourd'hui. Ouais. Nadia, vous êtes spécialiste de quoi, Nadia? Non, moi déjà de l'écoute. J'ai écouté avec une grande attention Tarek. Franchement, je me passerai de commentaires parce que je suis pas très calée sur ces questions-là, donc. Voilà, je préfère garder le silence que de dire des inepties. En tout cas, donc, selon ces spécialistes, donc tout semble aller dans le meilleur des mondes, hein, pour ces pays en l'occurrence que j'ai cités tout à l'heure, avec l'Arabie Saoudite en premier lieu. Christophe, vous n'êtes pas économiste. Non, ça je suis pas économiste. Bon, je vous pose la question simple. Ouais. Comment ça se fait que le pétrole qui augmente fait le bonheur de l'Arabie et ne fait pas le bonheur de l'Algérie? C'était la seule remarque. Alors attendez, allez, creusez, parce que c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que l'Arabie Saoudite, s'il a envie d'emmerder l'Algérie, non, mais si l'Arabie Saoudite a envie d'emmerder l'Algérie, c'est ce qu'elle fait d'ailleurs, elle le fait. C'est-à-dire?
En fixant, j'allais dire, le prix du pétrole, le baril du pétrole, puisque vous nous dites tout à l'heure que ça profite à l'Arabie Saoudite, mais pas à l'Algérie. Non, ça ne peut pas. Ouais, voilà, justement, c'est ça. Ça ne peut pas. assez Ou ça curieux. profite à tout le monde, Voilà. ou ça profite à personne. Ouais. Et alors, cette idiot dit qu'elle profite à l'Arabie, Voilà. et elle oublie les autres. Il y avait une émission qui est très bien, c'est la géopolitique des cartes. Oui, c'est les dessous des cartes. Voilà, le mais dessous des cartes. est-ce que l'Algérie est contente, Et j'allais qu'il y a- dire, de ce qui se passe actuellement? Est-ce que le cours du pétrole en ce moment arrange les affaires de l'Algérie ou pas? Il arrange puisqu'il était à 30. Il devrait arranger. Parce Donc qu'apparemment. tout le monde est content alors. Mais non, Mais finalement. non, Mais non, parce puisque que dans la ton sécu- étude, ouais. on ne parle pas d'Algérie. Non, on parle pas d'Algérie Voilà. parce qu'on Pourquoi parle on du pas Moyen-Orient. d'Algérie Parce que ton étude, ça s'appelle Vive MBS. Non, ça s'appelle l'économie du Moyen-Orient qui redémarre. Vive, Voilà. Au service de MBS. Ah, au service Non, de non, en fait, ce MBS qui était est le- curieux tout à l'heure, ce que je disais, c'est que si ce que tu dis est vrai, je Si- pars du principe si les que ça l'est. Et de l'économie. Non, mais j'imagine qu'il a fait des très bonnes recherches et qu'il a pris les conclusions d'économistes. Nous, on sait qu'en tout cas, en Algérie, la situation économique, elle est catastrophique. Ils craignent une crise. Alors que leur économie est surtout, repose beaucoup sur l'exploitation du pétrole, l'exportation du pétrole. Donc, on se dit que comment c'est possible que ça aille mal en Algérie et que ça aille très bien au Moyen-Orient? Parce en que fait, vous c'était n'avez ça, pas la question. d'MBS sur place. Voilà, c'était une question. Et que vous n'avez pas quelqu'un qui donne 500 milliards de dollars à Trump. Ouais. Donc, tout ceci explique tout cela. Ils ont fait un beau chèque à la banque du Yémen, là, l'Arabie. Quand Bah, avant-hier. J'ai pas vu. Ah oui? Ah, bah, regardez, j'ai vous pas allez vu, voir, j'ai un pas beau vu. chèque, hein. Hein Un beau chèque. Ben, pour que les Yéménites achètent des armes pour refaire la guerre. Ah bah ça, écoutez, après c'est à faire à suivre, j'ai envie de dire. Hein. Bon, on a bien compris que j'étais loin d'être un économiste. Moi, je vous ai juste livré en tout Non, mais cas. j'ai pas dit que c'est Non, vous qui ouais. n'êtes pas économiste, Christophe. Oui. J'ai dit Non, mais je vous ai juste qu'aujourd'hui- livré. J'ai précisé Non, mais que c'était qu'aujourd'hui, l'analyse de. chaque fois que vous avez une étude comme ce nouveau livre qui sort de Hakim Karoui qui s'appelle L'Islam, une religion française, vous dites pourquoi, quand, comment et pourquoi aujourd'hui pas hier. Ouais. C'est tout. Et vous avez la réponse. C'est le mec de l'Institut Montaigne, c'est ça? Oui. Enfin, non, C'est- pas en du tout. partant de l'étude de En l'Institut partant de Montaigne l'Institut Montaigne. qu'on a bien commenté l'année dernière, Oui. ben, il utilise ce sondage qui d'ailleurs n'est pas payé par lui, qui est payé par quelqu'un d'autre, pour en faire lui un livre et pour nous proposer un grand imam de France. Bon, allez, dans un instant, on va parler de Fillon. Tiens, ça va changer. Ah, Oui. À la Bon, c'est à peu recherche. près la même chose, mais c'est pas les mêmes méthodes. Alors, à la recherche de Fillon, j'ai envie de dire, où sont les thunes? C'est la question que C'est pose ça. Nadia Lazouni. À tout de Ouais. suite sur France Maghreb 2. LGF, le grand forum sur France Maghreb 2 avec Nadia Lazouni, avec Tarek Mami qui a démonté complètement l'analyse donc des économistes de différents instituts américains sur l'économie du voilà. Moyen-Orient. Comme ça c'est fait, les gars. Hop, on n'en parle plus. C'est fait. Bon, pardon, excuse-moi Christophe. Oui, Les aléas du direct. les aléas du direct, absolument. Jusque 18h, on est en direct avec vous, bien sûr, avec un premier avis tranché que l'on va vous livrer maintenant. Il est signé Nadia Lazouni. Voici le jingle, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si l'on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Avec cette question existentielle, il est où Fillon? J'allais dire, c'est presque une chanson, ça va me rappeler une chanson. A-t-il rendu la thune? C'est décidé, Christophe. Dorénavant, j'utiliserai cette belle tribune que tu m'offres à Radio France Maghreb 2 pour notamment lancer les avis de recherche. Fillon, où es-tu? Mais où est Fillon? On connaît tous la série de livres-jeux Mais où est Charlie, où le lecteur doit réussir à retrouver un personnage à l'intérieur d'une image. C'est en revanche du côté du grand banditisme politique, oui, j'ose le mot, que l'on devrait pouvoir retrouver Fillon. Alors François, c'était le grand vainqueur des primaires de la droite. Le mec se croyait déjà à l'Élysée, mais c'est surtout le grand perdant des élections présidentielles qui a très vite déchanté, parce que Fillon, il n'a pas seulement perdu l'unique opportunité qui lui a été donnée d'accéder aux plus hautes fonctions de l'État, il y a laissé sa dignité. On se souvient, en pleine campagne, un journal révèle que Pénélope, l'épouse du candidat, a été rémunérée 500 000 € bruts pour des emplois d'attaché parlementaire auprès de son mari, son supplément, entre 98 et 2007, puis 2012. L'absence de preuves de travail effectif, aussi bien auprès de son époux, laisse penser que ces emplois seraient fictifs. Dans la foulée, le parquet national financier ouvre une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits. Bien sûr, François conteste. Pire, il maintient sa candidature. Puis finalement, on apprend que ce ne sont pas 500 000, mais 813 400 € bruts qui auraient été illégalement perçus par l'épouse Fillon, assistante parlementaire imaginaire. Le scandale ne s'arrête pas là.
la saga Fillon continue. L'hebdomadaire nous informe que la somme de 84 000 € brut a été versée à 2 des enfants du couple, Charles et Marie, entre 2005 et 2007, quand leur père était sénateur. Comme Fillon est né avant la honte, il dénoncera un coup d'État institutionnel porté contre lui par la gauche. Manque de bol, il a été mis en examen pour détournement de fonds publics, complicité et recel de détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux et manquement aux obligations de déclaration à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Je rappelle à nos auditeurs que la mise en examen et la décision du juge d'instruction de faire porter ces investigations sur une personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants qui rendent vraisemblable qu'elle ait pu participer comme auteur ou comme complice à la réalisation d'un crime ou d'un délit. Donc sans vouloir porter atteinte au sacro-saint principe de la présomption d'innocence, c'est un jargon élaboré pour dire que la personne a de grandes chances d'être coupable. Bref, la famille Fillon, c'est un peu comme la série Dallas, sauf qu'il n'y a que des JR au sein de la famille. Et tout ce que je vous raconte là ne répond pas à la question que tout le monde se pose. François, est-ce que tu as rendu les thunes ? J'ai donc fait des petites recherches pour savoir où en était la procédure. Je suis tombée sur un article de Paris Match, je vous l'accorde, on aurait pu mieux choisir comme revue juridique. On apprend que François pêche Pénélope Jardine. C'est ainsi que Paris Match résumait la nouvelle vie du couple Fillon dans un reportage paru début août. Reclus depuis plus de 3 mois dans leur domaine de Sablé-sur-Sarthe, l'ex-candidat de la droite et son épouse Pénélope cherchent à oublier le naufrage de l'élection présidentielle. Ok, très bien, mais est-ce qu'il a rendu les thunes ? On poursuit la lecture de l'article, on nous dit que Fillon a été convoqué à plusieurs reprises chez les juges et qu'il continue de préparer sa défense. Ah oui, autre info, bonne nouvelle, pour les Fillon, leurs enfants Marie et Charles, un temps soupçonnés de détournement de fonds publics, ne seront pas mis en examen. L'honneur est sauvé, je déconne. Bref, Fillon ne rendra pas les thunes tant qu'il ne sera pas définitivement condamné dans la phase de jugement. Je m'impatiente de connaître le dénouement de ce qui s'apparente à un braquage des contribuables. En tout cas, je sais pas pour vous, mais perso, je me sens beaucoup moins coupable de m'être servi dans un sachet de bonbons ostensiblement ouvert dans une épicerie. Merci Nadia Lazouni, merci beaucoup. Je t'en prie, Christophe. Ah, c'était du bon. Hein. Alors, est-ce que vous avez une petite idée de Fillon a-t-il rendu la thune, Tarek ? Il n'a pas rendu, et Nadia s'est donné à elle-même une obligation, c'est de revenir, j'allais dire, à tous les stades, soit tous les 3 mois, soit tous les 6 mois, ou soit une fois par an, pour dire est-ce qu'il a rendu les thunes. Ouais. Parce que quand on ouvre des enquêtes, faut aller jusqu'au bout. Exactement. Ouais, en tout cas, bon, c'est bien, je vois que Paris Match est très publicité, on peut bien par Tarek Mami que par Nadia Lazouni. C'est ce que j'ai pensé quand il a cité Paris Match tout à l'heure. C'est rigolo parce que des fois on trouve des choses sérieuses dans des endroits où on s'attend pas à les trouver aussi sérieux. Ouais, vous pensez qu'on peut... Je rappelle que pour Paris Match, c'est le rédacteur en chef donc qui a écrit un livre sur l'histoire de Daesh que je conseille. D'accord, ouais, vous vous rendez compte, on en est à conseiller du Paris Match, c'est quand même extraordinaire. Non, on est en train de conseiller un journaliste qui travaille à Paris Match, Christophe. Ouais. Mais bon. Pas la même chose. Bon, en tout cas, c'était Nadia Lazouni pour son avis tranché, plus que tranchant, concernant donc l'affaire Fillon pour ce vendredi. Nous sommes aujourd'hui le 19 janvier, messieurs dames, sachez-le. Je vous le glisse au passage. Si vous aviez prévu de sortir ce week-end, comme ça sera fait, abandonnez parce qu'il pleut tout le week-end, hein, partout, quasiment en France. Franchement, je suis en manque de vitamine D, moi, pas vous? Ah si, j'ai des vitamines tout court. Ouais. En manque d'énergie. Un petit week-end à Marseille, il y a toujours du soleil. Ah, pourquoi même pas. à Marseille là, parce que mes sœurs habitent à Nice apparemment. Il y a toujours beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Oui, ça dure un jour, un jour et demi, 2 jours et ça revient. Et donc on en profite pour saluer notre ami Morad Goual, le Marseillais absent, et tous nos éditrices et auditeurs à Marseille qui nous écoutent. Alors, comme dirait Morad Goual, surtout le vendredi. C'était le petit point météo du jour. On va passer au zapping avec, je sais pas si vous avez regardé hier sur France 2, l'émission Complément d'enquête a consacré une partie de son émission au docteur Ducamp et son régime, phare et adepte de beaucoup de personnes dans les années antérieures. Beaucoup d'accusations au travers de ce reportage dont je vous propose d'écouter un extrait. C'était hier soir sur France 2. Auprès de ses fans russes, Pierre Ducamp retrouve le goût du succès. Car en France, c'est loin d'être la même histoire. C'était le régime des années 2000. Celui qui faisait maigrir les hommes politiques, mais aussi les people comme Jennifer Lopez ou la famille Middleton. Le régime Ducamp. 16 millions de livres vendus dans le monde. Un énorme succès, devenu un business florissant. Mais le vent a tourné.
Radié de l'ordre des médecins, ses affaires ont viré au conflit avec ses associés et ses salariés. Pour la première fois, d'anciens proches racontent la face sombre du diéto-gourou. C'est le plus grand mégalomaniaque narcissique que j'ai jamais rencontré. Comme il jetait les gens comme des pièces détachées de sa machine, et une fois utilisées, paf, jeté. C'est complètement Picsou. Un sou est un sou. S'il peut prendre 20 euros, il va prendre 20 euros, même s'il a des dizaines de millions. Homme d'affaires millionnaire, génie des régimes. Pierre Ducan n'a qu'une idée en tête. Faire son grand retour chez lui, en France. Voilà, donc des accusations au cours de ce reportage hier, Ducan. Alors je connais beaucoup de gens moi, autour de moi qui ont essayé le régime Ducan, qui a été chez certains spécialistes aussi très déconseillé, qui est apparemment dangereux pour la santé, je ne sais pas. Mais en tout cas, Ducan s'est fait connaître avec son régime donc Ducan, hyper protéiné, c'est-à-dire que vous perdez beaucoup de poids pendant un certain temps. Oui. Et dès que vous arrêtez le régime, vous reprenez tout ce que vous avez perdu, éventuellement voire pire. C'est un peu d'ailleurs le principe des régimes. Nadia, en tant que femme, est-ce que tu es adepte des régimes ? Alors moi c'est plus revoir ce qu'on mange plutôt que des restrictions alimentaires. C'est plutôt se nourrir autrement. Ouais, voilà, voilà, micronutrition c'est pas mal. Ouais. C'est je crois que c'est un chrono. Pourquoi j'ai dit quoi? Micro. J'ai micro, pardon. Chrononutrition. C'est normal, la micro devant elle. Voilà, c'est ça. C'est Delbos, je crois que c'est le professeur Delbos qui a développé ça. Et donc c'est manger de tout en des quantités suffisantes en fait finalement pour équilibré à la bonne heure. Ouais. Et Ni, est-ce que vous êtes adepte des régimes? Non, pas du tout. Bon, très bien. Mais je suis adepte de la bonne bouffe, oui. Ouais. Ah, la bonne bouffe. Très bien. Tarek, pas de régime? Il faut le faire au naturel, c'est-à-dire qu'il faut manger fruits. Mais Ducan, non, c'est pas attirant. Non, c'est-à-dire qu'il faut essayer de manger à heure régulière, si possible, ce qui n'est pas toujours évident pour tout le monde. Ouais. Et puis, quand on a envie d'un truc bien le manger, mais après ça s'abstenir pendant quelques semaines, donc équilibré, son propre fruits et légumes d'abord, à la vapeur si possible, et puis le reste c'est équilibrer ce qu'on mange. Et puis heureusement que le Ramadan existe. Et je vous conseille pour ceux qui ne l'ont pas fait, pour les auditrices et les auditeurs, de manger. Les Maghrébins mangent beaucoup de viande. Moi, moins. Mais mangez la viande à la vapeur. Et vous allez sentir. Oui. La viande à la vapeur. La viande à la vapeur. Non, ça m'attire pas des masses. Ah ben non, mais vous mettez autour des épices et des herbes, et vous allez sentir qu'est-ce que c'est que la viande. Parce que la viande, quand elle est cuite avec le reste dans la sauce tomate et tout ça, elle n'a plus aucun goût. Mais il me semble que la cuisson est très très longue. Voilà, mais voilà. Faut avoir du temps. Ah oui, bah vous le mettez. Faut pas être parisien quand on cuisine à la vapeur la viande. C'est le soir, vous le mettez avant de dormir. C'est saignant pour moi. C'est extraordinaire. Une bonne viande rouge, c'est saignant. Ah non. Alors la vapeur, ça. Mais essayez ça à la vapeur avec les épices, avec les herbes, et vous verrez qu'est-ce que c'est que le goût de la viande dans la bouche. Je suis affamée. Bon, oui, moi aussi, j'ai faim. Et heureusement que le Ramadan existe pour un petit peu formater le corps, voilà, pour qu'ils s'en mettent un peu d'abord. Ben non, pas chez les Maghrébins en tout cas, parce que tout ce que vous n'avez pas mangé dans la journée, vous mangez 3 fois le plus le soir. Franchement, je sais pas comment ils font. En général, et surtout chez les Tunisiens, c'est ça. Oui, non, mais c'est vrai, les Maghrébins en général, vous avez raison. Les Algériens, parce que les Marocains ont une espèce d'hygiène du Ramadan. Ils mangent à plusieurs reprises. Voilà, parce qu'à la rupture, ils prennent leur petit déjeuner, en fait. Le café, le thé, machin. Après, ils sortent, ils font ce qu'ils ont. Et 2 heures après, ils mangent. Et là, ils mangent normalement. Les Tunisiens et les Algériens, ils disent à sa femme, tout ce que vous avez dans la cuisine, tout ce que vous avez dans le frigo, c'est vrai, sur la table. Mais aujourd'hui, en tout cas, pour la jeune génération, ça change. Il y a plus en plus de, par exemple, je pense à Sylvie et Berena, qui a fait un livre sur comment bien manger pendant le Ramadan. Nous recevons d'ailleurs le docteur Delbos ici, pendant le mois de Ramadan, qui vient une ou 2 fois, quand tu peux, pour expliquer comment inverser. Voilà. Alors. Et nous avons quelques-uns parmi les animateurs qui, quand ils n'ont pas mangé leur viande et leur frites le matin à la rupture du jeûne, ils sont malades toute la journée. N'est-ce pas, Christophe? Oui, j'en pense. Non, c'est pas moi. Ah oui. Non, mais j'ai dit n'est-ce pas pour confirmer. Oui, bien sûr, je confirme. Le frites, c'est-à-dire que le mec il dort pendant 2-3 heures et le mec se lève avant de commencer le Ramadan, il mange des frites, des côtes d'agneau le matin. C'est vrai que je peux pas. Moi, je ne peux absolument pas. Bon, alors vous savez que faire des émissions en public, ça peut comporter des risques à l'extérieur. C'est ce qui s'est passé ce matin
chez nos confrères de France Inter. Ils étaient donc en direct de Rennes. Ils recevaient la maire de Rennes. Ah oui. Et ça a Avec été sujet un polémique. brouhaha terrible. Écoutez, c'était en direct ce matin sur France Inter. Alors, attendez, on entend du bruit dans la salle, donc je vais expliquer aux auditeurs de France Inter qui ne sont pas ici à Rennes ce qui est en train de se passer. Il y a différentes personnes qui sont en train de prendre la parole, son micro, de vous interpeller, je crois, Madame le maire. Et alors, je voudrais vous dire juste d'un mot, s'il vous plaît. On ne vous entend pas à l'antenne, on ne vous entend pas. On n'entend qu'une espèce de brouhaha. Donc ça, je vous le dis, pour votre propre message, on ne comprend pas ce que vous êtes en train de dire et on ne comprend pas à qui vous vous adressez. Donc, ce que je peux vous proposer, les amis, s'il vous plaît, laissez-moi juste vous dire quelque chose. Il y a un moment, dans une dizaine de minutes, où des micros circuleront dans la salle, où vous pourrez donc vous exprimer, où vous pourrez poser des questions. Si les choses continuent comme ça, on va rentrer à Paris le temps que les esprits se calment et on poursuivra l'émission. Voilà, c'est dommage, c'est un extrait, hein, ça dure encore quelques minutes. Hein. Non, c'est un professionnel. C'est pas au bout de 4 minutes qu'on repart sur Paris. Voilà, bah, c'était Nicolas de Demorand, ça s'est passé sur France Inter, messieurs dames, ce matin. Du journalisme, c'était éprouvant, vous voyez comme je vous entendais. Donc, il a eu beaucoup de mal à maîtriser les choses. Hein. Direct en public, c'est tout. Non, mais c'est un homme politique, c'est marrant la façon dont il parlait. En tout cas, la maire est restée extrêmement silencieuse. Voilà. De vous arrêter. Un dernier petit truc dans le zapping. Vous savez il est bon parfois d'être connu, notamment quand on est à l'animateur de la matinale d'RMC, Jean-Jacques Bourdin, qui déclare avoir été arrêté par la police en excès de vitesse et le policier l'a reconnu. Et voici ce qui s'est passé. Parlant de voiture, je voudrais remercier les policiers qui m'ont arrêté ce matin en venant parce que je roulais un tout petit peu vite. Et ils se sont à gyrophare et tout, ils m'ont arrêté. Finalement, je me suis arrêté sagement. Le premier, est arrivé, j'ai donné mes papiers, il m'a pas reconnu. Le second est arrivé, il m'a reconnu. Ah, monsieur Bourdin, vous allez travailler? J'ai dit oui. Il m'a dit, alors allez-y vite parce que vous allez être en retard. Allez-y vite parce que vous allez être en retard, vous dit le policier. Bon, bah voilà. Moi, j'ai l'habitude de ça avec les chauffeurs de taxi. Et maintenant les Uber. Ouais, mais c'est pas la police, quoi. Non, mais c'est pas, non, mais quand je rentre, je dis bonjour. Est-ce que vous avez votre permis, Nadia? Beaucoup de personnes. Bien sûr. T'as tous tes points? Je l'ai depuis 2003, ça fait 14 ans que j'ai mon permis. Ouais, je pense, ouais. Faudrait que j'appelle la préfecture. Faudrait que je leur pose la question. Non, mais moi, quand je monte dans un Uber, dans un taxi, quand je dis on va à tel endroit, beaucoup de chauffeurs me disent bonjour monsieur Mamie. Je dis attends, j'ai pas dit bon nom. C'est la radio, c'est la magie de la radio. Voilà. Bon, en tout cas, Bourdin, voilà, grâce au policier qui l'a reconnu, il s'en sort plutôt bien. Il a été, il paiera pas son amende pour excès de vitesse. Au contraire, ils ont dit vas-y vite. Rien à envier au pays autoritaire. Et après, il va recevoir le journaliste qui a écrit plein de livres sur la fonction publique. Ouais. Et à qui il dit vous trouvez c'est normal que le mec qui travaillait à Bercy touche 3 trucs? Et lui, il aurait dû dire au policier non monsieur, donnez-moi mon amende, je suis un citoyen comme les autres. Voilà. Mais bon, faut pas rêver non plus. La chose se serait passée en Algérie, on aurait dit oh les corrompus. C'est vrai ça. Mais c'est vrai. Ouais, hein. Mais bon, je pense pas qu'il a donné un billet quand même. Faut pas aller. Bon, peut-être pas quand même. Si, il lui a donné un stylo de RMC. Ouais. Et une photo dédicacée. Voilà. En tout cas, tiens, pour la petite histoire, juste au passant, soit dit en passant, Laurent Wauquiez qui a été invité de Bourdin, qui a mis son interview sur son site, sauf qu'il a oublié de mettre la séquence où Bourdin l'a un peu interpellé et un peu chamaillé. Il l'a coupé au montage en fait. Mais normal. Voilà. Bon. Je suis le plus beau, je veux pas mettre que je suis le plus moche. Ouais, voilà. C'était juste une petite. Voilà. Ouais. Allez, on passe au deuxième avis tranché. On va parler d'un autre sujet et il est signé Tarek Pami. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Avis tranché qui nous emmène du côté de la plus belle, la plus grande démocratie. La seule démocratie. La seule, pardon. C'est Janus ou la démocratie israélienne avec une tête, 2 visages, mais opposés. Janus, dit la mythologie, est le dieu romain des commencements, des fins, des choix, du passage et des portes. Janus a une tête et 2 visages. 2 faces opposées, collées l'une contre l'autre, sous forme de pile ou face, et qui ne peuvent pas se regarder. La mythologie dit aussi que l'une de ces 2 faces est tournée vers le passé, l'autre est tournée vers l'avenir. Janus était fêté le 1er janvier, et ça tombe bien, nous sommes en janvier. Le temple de Janus est situé sur le forum de Rome.
Il est rituellement ouvert en temps de guerre et fermé en temps de paix. Autant dire que pour Janus du Moyen-Orient, ou la démocratie israélienne qui est un modèle à deux têtes, la porte de la guerre n'a jamais été fermée depuis la création de cet État par une résolution de l'ONU et que la porte de la paix n'a jamais été ouverte. La dernière décision américaine et de son président Donald Trump de reconnaître Al-Quds Jérusalem comme capitale d'Israël ne risque pas de fermer cette porte de la guerre. Cette décision a été suivie par une réunion du Conseil national palestinien qui constitue le Parlement palestinien, l'institution la plus importante de l'OLP, avec un discours fleuve du président palestinien Mahmoud Abbas, qui, je le rappelle, a été élu le 9 janvier 2005 pour un mandat de 4 ans, mandat qui est achevé, il faut le rappeler encore, depuis le 9 janvier 2009, c'est-à-dire il y a plus de 9 ans. Dans ce discours, M. Abbas, âgé de 82 ans, s'est lâché. Il a égrené des chiffres et des chiffres tout en racontant à sa manière l'histoire de la colonisation de son pays. Le chiffre du nombre des enfants mineurs palestiniens assassinés par les soldats israéliens tonne comme un coup de tonnerre dans la guerre. Retenez bien ces chiffres. 2070 enfants palestiniens mineurs ont été tués entre janvier 2000 et le 31 décembre 2017, soit en moyenne 11 enfants mineurs par mois et 130 enfants mineurs par an. Je vous laisse compter. C'est aussi cela l'œuvre de la seule démocratie au Moyen-Orient, dont se vante le lobby israélien en Occident, et beaucoup de soutien politique à travers le monde. Il faut toujours rappeler ces chiffres à ces hommes politiques pour les mettre devant leur responsabilité, devant leur conscience, ces honneurs, et tenter d'en faire des hommes justes et non pas des hommes pro-palestiniens. À ces chiffres de 2070 enfants mineurs tués par les soldats israéliens entre l'année 2000 et l'année 2017, on va égrener ici beaucoup d'autres chiffres, notamment les chiffres issus de l'utilisation de la détention administrative par Israël comme une arme de guerre, comme un outil de contrôle de la société palestinienne au nom de la sécurité intérieure des Israéliens. C'est ainsi que plus de 850 000 Palestiniens ont été emprisonnés par les autorités israéliennes depuis 1967. 850 000 Palestiniens de tout sexe, de tout âge et de toute catégorie sociale et politique, y compris des personnes élues au suffrage universel palestinien comme Marwan Barghouti. Autant dire, encore un chiffre, que l'on approche du million de Palestiniens incarcérés depuis 1967, soit 20% de la population totale et 40% de la population masculine. Dans chaque famille palestinienne, on connaît au moins une personne qui a été arrêtée. Tous subissent un parcours de violence, d'humiliation et d'injustice. Selon l'ONG Al-Dhama'ir, les consciences, une ONG palestinienne, 6154 Palestiniens sont actuellement détenus dans les prisons israéliennes, parmi lesquels 259 enfants, 59 femmes et 11 députés. 520 prisonniers purgent une peine d'emprisonnement à vie, voire plusieurs peines, comme c'est le cas de M. Barghouti. Plus encore, 463 Palestiniens sont actuellement en détention administrative, comme c'est le cas du citoyen franco-palestinien que vous connaissez tous, Salah Hamouri, dont la détention constitue un crime de guerre selon le droit international, et ça c'est nouveau. En effet, un crime de guerre ne réside pas seulement dans le bombardement de populations civiles. Les conventions de Genève, le statut de Rome, qui institue donc la Cour pénale internationale, et le droit pénal français sont très clairs. Écoutez bien. Faire obstacle dans le cadre d'un conflit armé au droit d'une personne d'être jugée régulièrement et impartialement est un crime de guerre. De même, transférer une partie de la population civile d'un territoire occupé, même s'il s'agit d'une seule personne, en dehors de ce territoire, est aussi un crime de guerre. La détention administrative est arbitraire pour 463 Palestiniens, dont Salah Hamouri. L'incarcération de ce dernier sur le territoire israélien et non pas dans les territoires occupés constitue à lui seul
un double crime de guerre. Merci Tarek Mami pour cet avis tranché. Voilà. Nadia, peut-être une petite réaction? C'est tout, enfin, on va dire voilà, tout a été dit et non, c'est très beau, c'est fait très conte. Je pensais à une rubrique conte en fait à Radio France Maghreb. Mais bon, c'est un conte et là c'est bien réel, hein, c'est pas imaginaire. Les chiffres sont terribles, hein. Ouais, sont parlants, donc criants. 11 enfants par 11 mois. enfants par mois. C'est le calcul que vous avez fait, Tarek. Mais bon, en même temps, quand on retire toute l'humanité au peuple palestinien, vous leur dites ça, 11 enfants. Voilà. Ça les touche pas, enfin ça change absolument rien. C'est pas des êtres humains, c'est qui s'en fichent. Et c'est vrai, vous avez bien fait de rappeler, Tarek, que Mahmoud Abbas est à ce jour, désolé de le rappeler, un président illégitime. Hein. Depuis 2009. Depuis 2009, c'est quand même impressionnant. Hein. Donc va falloir aussi peut-être que le peuple palestinien prenne ses responsabilités aussi un jour, non? Inch'Allah. Inch'Allah, comme on dit là-bas. Bon, eh bien on va enchaîner parce qu'on a encore 2-3 sujets à évoquer avant de parler avec Eni de bijoux orientaux chic. Oui. Voilà, on va parler de c'est chic. Bon, tout ça. on pourrait en parler tout de suite pour quitter ce drame palestinien et amener de la gaieté. C'est vrai que c'est particulièrement choquant. C'est choquant, effectivement. Bon, on va en parler. Ce sont des chiffres. Ce sont des chiffres. Il n'y a pas mieux que les chiffres pour parler. Hein. C'est sourcé, voilà, on ne dira pas. Alors, on va partir, avec du côté de chez Macron. Hein, c'est peut-être c'est peut-être moins triste quand même. Qui a rendez-vous au Maghreb après une première visite officielle au Maghreb en tant que président au Maroc dès le 14 juin 2017, puis en Algérie le 6 décembre dernier. La Tunisie viendra donc en 3e pour Emmanuel Macron. À l'issue d'une invitation de son homologue tunisien, une visite très attendue durant laquelle une séance plénière extraordinaire se tiendra le 1er février prochain, à l'occasion de la visite d'État qu'effectue le président les 31 janvier et 1er février. C'est ce qu'a annoncé en tout cas hier, le 17 janvier, Mohamed, hier c'était, le 17 c'était mercredi, donc c'est l'assesseur du président de l'Assemblée populaire, représentant du peuple, Macron, prononcera bien un discours devant les députés essentiellement axé sur la coopération entre la Tunisie et la France et les perspectives de la développer, a déclaré Ben Souf. Une rencontre entre Macron et le président de l'ARP, à Nasser, il s'appelle Tarek, c'est ça? Le président de l'ARP en Tunisie. Oui, M. Mohamed Nasser. Aura lieu donc avant la séance plénière, en présence des membres du bureau de l'ARP et des présidents de groupes parlementaires. Le président français sera accompagné de plusieurs ministres et hommes d'affaires, aura également une entrevue avec le président Béjer Essebsi pour passer en revue le programme de la coopération bilatérale et identifier également les moyens de développer le partenariat tuniso-français dans tous les domaines. Emmanuel Macron avait profité des travaux du sommet sur le climat qui s'est tenu au début décembre et la présence du président Béjer Essebsi pour l'accueillir à l'Élysée. Il s'agissait en fait, à l'époque, paraît-il, Tarek, d'une entrevue d'urgence réclamée côté tunisien en vue de demander des gages de retraite de la liste des paradis fiscaux de l'Union européenne, où elle a été récemment ajoutée, la Tunisie bien sûr. Un sujet qui devrait être encore une fois dans tous les esprits. Qu'est-ce qu'il faut en attendre de cette visite d'Emmanuel Macron en Tunisie, Tarek, qui a priori va être accompagné, pour ce qui est de Macron, d'une grosse délégation. Ministre, homme d'affaires. À ce stade, aujourd'hui, je vous dirai autre chose peut-être le 2 février, mais aujourd'hui, beaucoup de bonnes paroles, 0 centime dans la caisse. La France elle-même aujourd'hui dans une situation où elle ne peut pas assumer le poids de ses engagements. Le drame de la Tunisie dans cette, moi je l'appelle pas révolution, mais dans le soulèvement populaire et dans les 7 ans de liberté, parce que pour moi les Tunisiens sont aujourd'hui beaucoup plus libres que sous Ben Ali, et en même temps beaucoup plus pauvres que sous Ben Ali. Et c'est ça le contraste. C'est que l'Occident aurait dû investir en Tunisie beaucoup d'argent, à la fois pour assurer la transition démocratique, pour faire de la réussite économique et pour faire de la Tunisie un modèle de démocratisation des sociétés dites arabes et musulmanes, puisqu'on nous explique à longueur de journée que l'islam ne peut pas donner la démocratie, que les arabes ne peuvent pas donner la démocratie. Il aurait fallu, ou il faudrait donner autant de moyens, quand on se rappelle dans quelle situation était le Portugal en 70, l'Espagne même dans les années 80, la Grèce qui est en train de s'effondrer, c'est qu'on considère que tous les hommes sont égaux, comme des Coluche, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Nadia, il sera d'ailleurs, ensuite il partira en Algérie pour une visite d'État aussi, durant 3 jours en Algérie. C'est ce qu'il avait annoncé. On se souvient de son dernier passage en Algérie. Algérie. Oui, le 6 décembre, c'était éclair, voilà, c'était énorme, quelques heures. Surtout, quand il a buzzé plutôt bad buzz, en tout cas pour nous
algérien quand le jeune de 25 ans lui a dit mais vous reconnaissez quand même les crimes commis en Algérie, mais vous avez 25 ans, qu'est-ce que vous me racontez, qu'est-ce que vous connaissez la colonisation? En fait, c'est lui qui a envoyé ces jeunes de 25 ans, l'a pas bien formé. Parce qu'à cette réponse, le jeune aurait dû répondre: Monsieur le Président, je vous parle d'histoire, je vous parle pas de moi. Oui, non mais même de la même façon on en a parlé. Je veux dire, j'ai fait une émission avec Malika Mansouri qui est psychanalyste et qui dit que écoutez, on est. Écoutez. Écoutez. Colonial vis-à-vis d'Algérie, qui s'est passé. Ça fait longtemps qu'elle l'a assumé. Mais c'est pas, on va dire qu'elle évite un petit peu le. Mais qui évite quoi? Moi j'évite quelque chose. J'évite de venir vous voir. J'évite de dire ce qui s'est passé. Mais il s'est passé des choses, comme je l'ai dit. Il y a des gens qui ont vécu des histoires d'amour ici, il y a des gens, il y a des Français qui aiment encore terriblement l'Algérie, qui ont contribué, qui ont fait des belles choses, il y en a qui ont fait des choses atroces, on a cette histoire entre nous. Mais moi j'en suis pas prisonnier. Mais vous avez quel âge? Mais vous avez jamais connu la colonisation. Qu'est-ce que vous venez m'embrouiller avec ça? Non, Qu'est-ce que vous venez m'embrouiller avec ça? C'est terrible. Non, mais moi je l'appelle le magicien parce qu'en fait il trouve des tours de passe-passe et qu'en face ça réagit pas. Mais s'il se fait claquer une ou deux fois, mais en réponse polie, hein, Monsieur le Président, je vous parle d'histoire, je vous parle pas de mon âge. Et là, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Ça, puis moi j'ai essayé de l'interpeller, Monsieur Macron sur en tout cas sur Facebook. Je sais plus si je l'ai interpellé sur Twitter, mais voilà, on en avait parlé. Malika Mansouri qui est psychanalyste et qui parle justement de cette transmission des traumatismes de manière inconsciente de génération en génération, surtout quand les silences sont entretenus autour de cette histoire, ce que fait la France par rapport à l'histoire, à son passé colonial. Tout à fait. Donc c'est vraiment méconnaître une réalité historique la dernière et émission scientifique. du Nadia Lazouni Show. Exactement. Bon, allez, on est de retour dans un instant, on va Vous s'attaquer savez qu'il y a des rapidement. centres de recherche sur l'histoire de la colonisation aux États-Unis, alors que les États-Unis n'ont pas été colonisateurs dans le sens actuel du terme, et qu'en France, il n'y a aucun centre de recherche sur la Ils colonisation. sont complètement dans le déni. Voilà. Et Si au on contraire, ouvrait- ils assument leur rôle de... Si on ouvrait le cas Bernard de la Villardière, parce que ce mec commence à être inquiétant, je vous le dis franchement. À tout de suite. Ça fait un moment, hein. Est-ce que vous connaissez son rêve le plus profond? Bah, on va le voir dans un instant. Restez. Non, mais On moi, fait je du vous teasing, donne- Tariq. je vous Le donnerai- rêve de la Villardière, selon Tariq Pabi dans un instant. Non, mais Juste je après la parce- pub. Parce qu'il m'en a parlé. Ah bon? Ah bah, à tout de suite. Daesh représente-t-il toujours une menace? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui sur Facebook ainsi que sur Twitter. Facebook France Maghreb de Pour Voter, Twitter LGF officiel, n'hésitez pas. Bien sûr, vous étiez pour l'heure bien 73% sur Facebook à penser que oui, il représente toujours une menace, 74% sur Twitter. Vous continuez de voter, bien sûr. Au-delà de l'émission, votre avis nous intéresse, bien sûr. Votre avis? Et ça n'a pas changé. Oui, ça Le n'a pas. pourcentage. J'ai pas regardé pour vous dire simple, mais on va regarder de toute façon tout à l'heure. On va s'attaquer maintenant à à ce journaliste qui n'a jamais regardé M6 et l'émission Enquête exclusive. Tariq Pami. Bah, j'ai regardé quelques fois et depuis longtemps, je regarde plus. Ah oui. Bon. On va parler de son présentateur. Parce que évoquer quelques facettes, puisque donc Bernard de la Villardière, le présentateur de cette émission, et anciennement de Zone Interdite, fait un nouvel buzz depuis qu'il a retweeté l'écrivain critique de l'islam Wali Al-Sini. Ce dernier dénonçait les tentatives de la banalisation du voile dans l'espace public et dans les médias, et avait accompagné d'ailleurs ce post d'une photo d'une jeune femme voilée dans l'émission Touche pas à mon poste sur C8 datant d'il y a au moins un an. Le fondateur du Conseil des ex-musulmans de France s'en prenait également aux animateurs télé sans valeur, visant particulièrement Cyril Hanouna, le présentateur de l'émission. Un tweet salué par Bernard de la Villardière qui a expliqué son point de vue dans les médias. Je partage l'avis de mon camarade Wali Al-Sini, dont j'admire le travail et l'acharnement. C'est aussi le combat de Kamel Daoud, a-t-il rajouté, et de Boualem Sansal. On ne peut pas se dire favorable à l'égalité homme-femme et banaliser le voile qui n'est pas un signe de dévotion mais un instrument de soumission. L'université Al-Azhar du Caire avait bien dit que le voile n'était pas une obligation en islam, c'était en 2015. Je ferme la parenthèse, propos signé Bernard de la Villardière. Bon, un avis bien tranché pour un journaliste qui se veut faire des enquêtes approfondies et objectives. C'est en tout cas ce qu'il avait défendu il y a un peu plus d'un an, pour le premier numéro, vous vous en souvenez, de Dossier tabou, consacré à l'islam en France, dans lequel il devait révéler des différentes facettes de la religion musulmane. Il avait en réalité montré une vision sombre de l'islam, pleine d'approximations, et s'était focalisé d'ailleurs sur la banlieue. Le dossier de l'émission diffusée en septembre 2016 était intitulé « L'islam en France, la République en échec ». Il avait été suivi sur M6 par 2,4 millions de téléspectateurs. Mais Bernard de la Villardière avait fait ensuite l'objet de plus de 1600 signalements de téléspectateurs pour les clichés véhiculés.
dans son émission et pour sa partialité. Le président de l'Observatoire de la laïcité avait même reproché à Dossier Tabou de présenter une vision déformée de la réalité. En effet, Bernard de la Villardière avait entre autres évoqué une barbe à la façon des islamistes, décrivait les jeunes rencontrés à Sevran comme un mélange de salafistes et de dealers de drogue, et avait aussi déclaré que 63% des Français étaient opposés au port du foulard, pour introduire l'interview d'une femme en niqab. Tout était bon et réuni pour le coup. À l'époque, ce reportage en immersion dans Sevran avait ravi l'extrême droite. Marine Le Pen avait même déploré la France qui recule face aux islamistes à la vue de ce reportage effarant. Invité dans l'émission C'est à vous sur France 5, à propos de son émission, la présentatrice Anne-Sophie Lapix avait alors demandé à Bernard de la Villardière, vous ne craignez pas, au moment où la campagne présidentielle se fiche sur les questions d'identité, de remettre une pièce et d'alimenter l'islamophobie? Voici ce que répond de la Villardière, je ne sais pas ce qu'est l'islamophobie, avait répondu le journaliste qui s'était défendu de tout rejet. Les musulmans avaient même exprimé et justifié son inquiétude après plusieurs voyages dans des pays gagnés, selon lui, par l'idéologie islamiste. Pour la presse, de la Villardière avait surtout choisi de diffuser des séquences orientées. Il était pointé du doigt pour avoir privilégié le sensationnalisme à la mise en perspective, comme dans un autre sujet sur le cannabis où il s'était filmé en train de conduire pour en voir les effets. On s'en souvient, ça avait fait d'ailleurs scandale. Mais désormais, après ces derniers propos sur les réseaux sociaux, il ne s'agit plus de faire de l'audience télé, il semblerait davantage tourner vers l'islamophobie. Son obsession de l'islam, du foulard, de la laïcité est en tout cas de plus en plus flagrante. Sur son fil Twitter, le journaliste partage régulièrement des posts sur le voile et la laïcité prônés par le printemps républicain. C'est toujours bon à savoir. Son émission sur l'islam n'est pas un cas isolé. Tous les sujets sont bons pour évoquer les musulmans. Janvier 2017, tiens, par exemple, il y a pas longtemps, un de ces magazines était consacré aux Seychelles, un paradis en eau trouble. Jusque-là, normalement, pas de problème, on ne devrait pas avoir de musulmans. Eh bien si, les musulmans étaient au centre du reportage, qui n'avait pas manqué d'ailleurs d'agacer les internautes. Bernard de la Villardière avait montré des radicaux implantés dans l'île, tentant d'imposer la charia et de riches émirs alcoolisés et le gendre du dictateur Ben Ali sous la coulant douce sous l'île. Comme quoi, avec de la Villardière, tout est possible. Avec tous les sujets, on peut toujours arriver à une conclusion. Les musulmans, les islamistes, le foulard et tout ce qui s'ensuit. Je peux dire quelque chose? Oui, Nadia. Bon c'est juste fatigant, hein. Mais alors c'est marrant que ce monsieur prenne en référence l'avis de El Azhar sur la question du voile. Alors on n'arrête pas de nous répéter qu'il faut lutter contre l'islam consulaire, qu'il faut pas accepter, oui de soumission. Et il dit aussi, il prend en référence cet avis d'El Azhar qui dit que le voile n'est pas obligatoire, qui est un avis isolé. Au passage, tu en as fait référence tout à l'heure. Ouais. Ok. Très bien. C'est un avis qui a été donné à M. Sarkozy. Voilà, c'est un avis circonstancié, contextualisé. Et ce qu'on reproche, c'est une commande politique. Ce qu'on reproche, nous, à Sarkozy, ce qu'on a reproché à l'époque, c'est qu'il y a combien d'Égyptiens pour aller là à Lazare? Il aurait dû, s'il voulait faire de la religiosité, aller à Tunis, aller à Alger, aller au Maroc, dans les trois pays où l'islam aurait pu l'aider à comprendre, y compris la mentalité. Mais aller chercher Lazare, c'est vraiment faire du cinéma. En tout cas, voilà, on lutte contre l'influence donc d'islamistes étrangers et en même temps, ça nous arrange bien de prendre leurs avis quand il s'agit de servir une certaine idéologie raciste, islamophobe, clivante, et même j'ai envie de dire fasciste limite, qui stigmatise les femmes qui ont choisi de porter le foulard comme nous. Donc ça commence à devenir très agaçant. Donc oui, c'est clairement islamophobe, ou s'il aime pas le mot, il a un problème avec ça, on peut dire que c'est anti-musulman. On se souvient aussi de son reportage au Bourget. Quand il a interrogé des jeunes filles, etc., il est allé dans les coins vestimentaires, on voyait beaucoup de djellab et tout ça. Donc oui, bien sûr, il est obsédé. Je pense que c'est une obsession. Je pense qu'il devrait voir un psychologue, pour pas dire un psychiatre. Mais c'est plus un journaliste. C'est bien maladif. Là, pour le coup, c'est plus un journaliste. Non, c'est un militant. C'est un militant. Voilà, il milite pour des idées dangereuses. Alors c'est vrai que ces émissions marchent bien. Hein. L'audience a allé au rendez-vous. Ouais, mais on est dévots. Qu'est-ce que tu veux que je te... Non, mais c'est terrible. Hein. Ça sert. Non, mais ça, j'allais dire, ça satisfait un certain public. Hein. Voilà. Pour le coup, bon. Tarek, c'était quoi le plus grand rêve de Bernard de la Villardière, puisque vous nous avez teasé ça avant la pub là? Tout à fait. Alors, il faut savoir que M. de la Villardière a travaillé à la radio marocaine Medi 1. Ah oui.
Qu'est-ce qu'il y faisait? Il cirait les pompes du Journaliste. roi? Sa fille est née au Maroc. Et son rêve est que le roi accorde la nationalité marocaine à sa fille. Ah, mais c'était à quelle époque, monsieur? Il y a un an. Ah, ok. Ah oui. Après, quand il était en train de tourner son truc sur le Bourget. Donc, quand je me suis isolé avec lui pour parler entre journalistes, et il m'a dit, mon plus grand rêve serait que je puisse obtenir pour ma fille, par le roi, par des interventions, par des copains, par des collègues, la nationalité marocaine, parce qu'elle est née là-bas et machin. Oui, il a un intérêt à en tirer, là. Il a un bénéfice derrière tout ça. Ça veut dire que quelqu'un qui est hors micro vous dit ça, et au micro il dit autre chose, il est même pas crédible. Je trouve qu'on lui accorde trop de temps. Oui, ça qu'on accorde beaucoup d'importance. Mais il va dire quoi? Mais le Maroc, c'est l'islam. Oui et non, Tarek, parce qu'il représente quand même pas. C'est quelqu'un qui est extrêmement suivi à la télévision. Oui. C'est quelqu'un qui. Vous voulez que je vous parle de la Tunisie? Du temps de Ben Ali, il a fait un super reportage sur la famille Ben Ali et tout le monde était top. Quand Ben Ali est parti, c'est devenu les Ben Ali ont pillé la Tunisie. Ah oui, alors ils avaient montré un reportage où on voyait toutes les voitures de Ben Ali, tous les bateaux, les machins, les trucs. Voilà, et après, voilà. Et donc, vous lui dites, comme dit l'autre, qu'on vous donnait deux versions contradictoires. À quelle fois vous avez menti? La première ou la deuxième? C'est vrai. Bonne question. Donc, bon, allez, on fout Bernard de la Villardière là où il doit être. Voilà. Et puis on passe au coup de cœur avec Eni. Quant à l'islamophobie, je vous ai promis que quand je trouverai un peu plus de temps, je vous ferai l'histoire du mot islamophobie et je vous expliquerai que l'islamophobie, pour ceux qui ne le savent pas, est un fake, c'est-à-dire que ce n'est pas l'Iran qui a inventé ce mot, c'est un fonctionnaire français à la fin donc vers 1800 quelque chose. Coup de cœur, c'est parti Nadia, donc tu nous as ramené Eni qui est avec nous sur France Maghreb 2 Merci pour de l'invitation. nous présenter des bijoux orientaux chics. C'est ça, hein? Oui, absolument. Alors est-ce que tu peux te présenter un peu aux auditeurs, Eni? Je m'appelle Hani Kamchoum Saada, je suis la créatrice de la marque Maharanis Paris. Donc ça fait depuis en 2016 exactement que j'ai souhaité créer une marque de bijoux parce que déjà je faisais des bijoux pour moi-même, pour les autres, et puis c'est venu doucement ce projet-là. Voilà, donc Maharanis, en fait ça veut dire Maharani, c'est le mot anglais du mot Maharani qui veut dire en sanskrit les princesses, les reines, et Maharanis en fait c'est le pluriel anglais, voilà, que j'ai voulu utiliser pour nommer ma marque parce que j'estime que nous sommes toutes des princesses et que nous avons toutes le droit de nous faire belles, nous mettre en avant. Donc c'est quel type de bijoux? Alors, c'est des bijoux qui sont faits à la main, des bijoux que je dis moi orientaux chic. En fait, j'aime bien moi composer, mixer avec différentes matières, différentes textures. Donc en fait, des bijoux principalement chic, qui sont composés principalement de cristaux Swarovski. Alors je sais que je dois pas nommer la marque, mais voilà, je travaille avec un fournisseur français qui est revendeur agréé Swarovski, et donc j'ai des certifications. Je sais que mes clientes aiment particulièrement que je parle de cela. Alors ça s'adresse à quel type de femme? À tout le monde? Alors à tout le monde, parce que Maharanis, comme je vous disais, c'est une marque métissée. En fait, l'idée de commercialiser mes bijoux, en fait, que je fabriquais, est née d'une rencontre avec l'égérie de la marque, qui s'appelle Léa Djadja Diallo, que j'ai rencontrée à l'occasion d'un anniversaire, et je me suis dit que c'était elle qui devait porter mes bijoux, et donc l'idée d'un shooting photo, d'un shooting mode est venue, et de commercialiser la marque. Donc c'est elle qui représente pour l'instant la marque sublimement. Et c'était quoi ta question? Excuse-moi, j'ai oublié. Est-ce que ça s'adresse à qui ça s'adresse? Oui, à qui ça s'adresse? Est-ce que ça s'adresse à toutes les femmes? Toutes les femmes, et aussi à des hommes, parce que je fais des bijoux des colliers tasbih en fait pour les hommes. Alors c'est vrai que j'ai commencé par faire des tasbih pour moi-même qui suis plutôt spirituelle, et j'ai voulu faire des tasbih plutôt classe, plutôt luxe, en cristal Swarovski, et donc aussi pour les hommes. Est-ce qu'on peut utiliser tes bijoux pour payer la dot? Pourquoi pas? Alors ils sont pas si chers, donc je sais pas si les princesses voudront une dot aussi peu onéreuse, mais
Voilà, les bijoux s'adressent aux femmes, aux hommes et aussi à quelques enfants. Donc là, il y a une conception de bijoux pour enfants en cours. Mais voilà, alors la plupart de mes clientes aiment ce qui brille, bien sûr, parce que ce sont des bijoux qui brillent. On peut les mettre voilà, avec un t-shirt pour des mariages, des sorties, pour être belle. Moi, voilà. j'ai une question. Oui, Nadia, pose ta question. On peut voir ta belle collection, Alors, Annie. donc sur la e-shop, la boutique en ligne Maharanis, www.maharanis.com. Sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, Instagram, Facebook, et puis aussi nous avons intégré en fait en septembre 2017 un espace coworking dans le 11e qui s'appelle l'Appart 4 Mains, 51 rue de la Fontaine au Roi, où Maharanis a un showroom qui est privatisable, donc sur rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-vous par mail ou par téléphone au 06 71 51 37 41 pour voilà, voir un petit peu la collection, toucher les bijoux. Les gens à cette heure-ci, ils sont dans la voiture, donc si tu leur donnes le numéro de téléphone à cette vitesse-là, à mon avis. C'est vrai, tu as raison. Alors, dans ce cas-là, ils vont sur le site internet et ils vont sur le mail, m'envoyer un petit mail pour prendre rendez-vous ou aller directement à l'Appart 4 Mains au 51 rue de la Fontaine au Roi. Dans le 11e, c'est métro Goncourt. Donc voilà. Et... Vous redonnez le numéro, mais juste plus lentement. Alors, le numéro, c'est le 06 71 51 37 41 pour toute question, pour un rendez-vous privé dans le showroom Maharanis. Voilà. De beaux produits en tout cas, que vous pouvez aller apprécier sur les réseaux sociaux, par internet. L'occasion de découvrir la très belle collection à la vente privée, c'est ça. À la vente privée à rue Fontaine-au-Roi, et c'est juste magnifique. Je dois y retourner pour acheter ma parure verte émeraude. Forcément le vert. Je ne dirais pas pourquoi. Est-ce que ça présage un événement, non pas? Absolument pas. Ah d'accord. Non mais autant je célèbre moi-même. Autant faire les choses tout de suite, comme ça on est fixé, quoi, j'ai envie de dire. Faire part, Christophe. J'espère bien, j'y compte bien. Pourquoi pas d'ailleurs être un des témoins, tu sais que je suis très bon en témoin. Ah, c'est problématique. Ah ouais. Bon. Ouais, d'accord. Ouais. Alors moi je voulais juste, pour finir, je voulais juste te dire que voilà, je suis quand même arrivée sur un débat houleux, tendu, etc. Maharanis, vraiment, c'est une marque qui rassemble tout le monde, les femmes voilées, les différents. Tous, parce qu'effectivement, même ma mannequin est avec des turbans sur ses sourcils. Maharaneez. Alors c'est un peu compliqué, mais Maharanis, c'est les Maharanis, c'est les femmes des Maharajas à la base, de base. Ouais. N'hésitez pas en tout cas à aller faire un petit tour et puis aller voir un petit peu de quoi il s'agit. Des bijoux qui célèbrent la féminité et comme elle le dit, d'autant plus la que c'est beauté, la différence, la diversité. C'est bientôt la Saint-Valentin, je dis ça au passage. Ah oui. Je dis ça, je dis rien. Non, mais je suppose que c'est une fête qui vous rapporte ça, non? La Saint-Valentin. Un petit peu, oui. Un petit peu, oui. Bah oui. Les hommes n'ont pas forcément. Les hommes font des cadeaux à leurs femmes et les femmes font des cadeaux à leurs maris, sur le site internet. Ah bon? Oui, parce que c'est aussi, ça s'adresse aussi aux hommes, Christophe. Ils sont très fans, J'ai des clients. J'ai envie de te dire, si ma femme m'offre un collier, je vais me poser des questions. C'est honnêtement, mais bon. Non, mais je vais vous en montrer un, Christophe. Chacun son truc après, je veux dire. Déconnecté de la mode. Voilà, c'est ça. Christophe. Ah, alors je l'assume complètement. Je suis has-been. Il y a aucun problème. Pas de problème. En tout cas, n'hésitez pas, pour ceux qui sont pas has-been comme moi, mais qui sont connectés via tout ce qui se fait en ce moment, la tendance, donc la mode. Eh bien, n'hésitez pas à les rejoindre pour voir un petit peu de quoi il s'agit sur les réseaux sociaux et le site internet, et appeler le numéro de téléphone qu'on vous a rappelé, bien entendu. Merci Christophe. Tarek qui veut nous parler d'un livre qui est sorti qui s'appelle Antisémite. Le livre, le titre s'appelle Antisémite. Il est signé Pascal Boniface. On en a parlé hier avec Majid Moussaouden. Tarek Mami a été également assisté à cette soirée de mardi soir pour présenter à l'Institut Eris. C'est ça, Tarek? Tout à fait. Alors l'Institut Eris, c'est dans le 11e arrondissement. C'est pas très loin, j'allais dire, de là où nous sommes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre, c'est un livre assumé. Aujourd'hui,
dire antisémite. D'ailleurs, j'ai posé la question à Pascal Boniface dans une très courte vidéo sur Facebook live de la radio. Je lui dis antisémite, il manque quelque chose, c'est soit l'antisémite donc désigné, soit je suis antisémite. Et pourquoi ce titre? Et ce titre m'explique à moi, et il explique dans le livre et il explique dans cette conférence. En fait, il a eu le malheur d'écrire une note au Parti socialiste quand il était membre du Parti socialiste, et que cette note, c'était lui qui l'a rédigée, mais après un travail de groupe. Et dans cette note, en clair, il pose la question de la position du Parti socialiste qui était au pouvoir et qui se présentait, c'était avant la candidature de Jospin, sur la situation au Moyen-Orient et sur le fait qu'il faut avoir une politique équilibrée. Et là où il a fait une erreur sur laquelle tous ses adversaires ont sauté, c'est qu'il a osé dire qu'il faut, alors après avoir donné tous les arguments comme quoi personne ne peut toucher la Shoah, pour ce que la Shoah a été dans l'histoire de l'humanité. Mais il a mis 3 lignes pour dire qu'en fait, si on fait ça pour que le Parti socialiste gagne les élections, ce n'est pas un bon raisonnement, parce qu'en face, il y a d'autres électeurs qui ne sont pas juifs, les franco-musulmans pour faire simple, et que peut-être le fait de se retrouver dans cette situation va les pousser sur le poids électoral. Je vous lis la phrase parce qu'elle vaut son pesant d'or, et à partir de là, on a considéré qu'il était sémite. Alors, antisémite. Il y a, cette phrase elle dit, à miser sur le poids électoral pour permettre l'impunité du gouvernement israélien, la communauté juive est perdante aussi à moyen terme. La communauté d'origine arabe et aux musulmans s'organise elle aussi. Elle voudra faire contrepoids et du moins en France pèsera plus lourd si ce n'est déjà le cas. Et là, on lui sort la phrase, t'es antisémite, tu dis que les Arabes vont donc devenir supérieurs dans ce pays, et donc c'est ta vraie pensée qui est là. Et dans ce livre, il y a 2 choses à savoir. Je connais le Pascal Boniface intellectuel, écrivain, j'ai lu ses livres, notamment sur les faussaires, sur la question du Moyen-Orient, mais il y a 10 pages, cher Christophe, où, pour la première fois, et les écrivains en général évitent, où il raconte sa vie, il raconte comment il a découvert la politique, et comment il a découvert la question palestinienne en tant que jeune Français, à Mantes-la-Jolie, à une époque où il n'y avait pas d'Arabes, il n'y avait pas de musulmans. Ça date alors? Oui, c'est dans les années 70, il avait 12 ans, c'est 68 exactement. Et donc, c'est un livre à lire pour réfléchir. Bon. Et je pèse mes mots, vous savez, cher Christophe, et quand je dis c'est un livre à lire pour réfléchir, parce que nous utilisons tous plus ou moins des arguments, et il faut savoir en lisant ce livre que c'est la raison qui va gagner, mais nous ne sommes pas dans un pays ou dans une époque où c'est la raison qui gagne, mais plutôt la passion qui prime. Nadia, un livre à acheter, Antisémite, de Pascal Boniface. Oui. Allez, dans un instant, messieurs, dames, Libertad, 01 40 33 9000, vous n'avez pas eu la parole, vous allez l'avoir dans un instant, alors lâchez-vous, profitez-en. LGF, le grand forum pour les quelques dernières minutes et pour Libertad. Vous allez pouvoir vous lâcher, messieurs, dames. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'accueillir vos appels, donc c'est le moment de nous appeler 01 40 33 9000. Tarek Mami, Nadia Lazouni, pour les quelques minutes qui nous restent, il faut écouter les auditeurs. Allô, bonsoir. Qui est là? Oui, bonsoir, je suis au micro. Bonsoir, c'est le docteur. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame Mazouni. Bonsoir, monsieur Tarek. Juste pour vous dire à votre question, la réponse est le grand combat. Peut-être, monsieur, vous êtes au courant, a commencé depuis 24 heures, Afrin, entre l'armée turque qui a fait pénétrer des chars avec l'armée syrienne libre contre les Kurdes, armés jusqu'aux dents par les Américains. Les conseillers russes ont quitté le sud de Afrin depuis ce midi. Et actuellement, il n'y a que des duels d'artillerie. Oui. Et le vice-président syrien, Faisal Mordad, a promis de bombarder les avions turcs. Voilà, c'est tout. Et ils sont finis. Daesh, ils sont actuellement coincés vers la frontière irakienne, à votre question. La seule question, moi, que je me pose, dans ces guerres, qui meurt? C'est le peuple syrien.
Il y a 200 000 actuellement civils qui sont en train de quitter les zones de guerre depuis qu'ils hier soient soir. kurdes ou pas kurdes, c'est les Syriens. C'est les Syriens qui meurent. Ah oui, tout à fait. Et il n'y a que France 24 en anglais et en arabe qui enchaîne, qui répète ça depuis hier soir. Non, vous inquiétez pas, on s'en occupe. Mais moi, si vous voulez, le problème, c'est que les Arabes, les musulmans, les pas musulmans, les Kurdes, tout ce que vous voulez, ne comprennent pas quelque chose. C'est que les fabricants d'armes, c'est les Occidentaux qui gagnent de l'argent. Et même les Russes. Et bien sûr, non, mais je veux dire, et que les morts, c'est cette population. Personne ne pense à cette population. Pas du tout. Voilà. Alors, et je vais en terminer là parce que Libertad va se terminer. Voilà, le scoop que je vous donne, vous allez voir dans les semaines qui viennent qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de la Turquie. Ah, c'est fini. Par les Kurdes de Turquie. Et vous allez voir que quand on va chercher les problèmes chez les autres, c'est chez vous que ça éclate. Merci. Merci docteur. Merci beaucoup. Je pensais qu'il avait parlé du régime du camp, moi. Non. Ah oui, il aurait pu en tant que docteur. Ça, je me suis dit, mais non. Notre docteur, c'est la Syrie. Docteur, lui, c'est la Syrie. Hein, il est focalisé là-dessus. Un nouvel appel. France Maghreb 2, bonsoir. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom, monsieur? Youssef de Trancy. Salut Youssef, qu'est-ce qu'il y a? Hier, tu parlais des chrétiens d'Égypte, là. Oui, non, c'est pas moi qui parlais, c'était un avis tranché de Hanan Zamoni, oui. Tu avais bien fait de parler des chrétiens. Tu sais que les chrétiens, c'est la communauté la plus persécutée au monde. Et on n'en parle jamais. Les chrétiens sont la communauté la plus persécutée au monde. Ouais. Les Rohingyas, il veut dire. Les Rohingyas, tu veux dire, non? C'est la communauté chrétienne. La communauté chrétienne. Bon, très bien, merci Youssef. À bientôt, 01 40 33 9000. Je pense pas sûr qu'il s'appelle Youssef, ce garçon. Non, mais j'allais dire, faut aller jusqu'au bout du système. Oui. Ce sont les communautés les plus persécutées, là où ils sont minoritaires. Et c'est vrai, là où ils sont minoritaires. Et puis, vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens. Alors, et des chrétiens qui se poursuivent eux-mêmes. Donc, c'est vrai que les chrétiens, les orthodoxes, par exemple, les chrétiens non orthodoxes sont emmerdés en Russie, qu'on le veuille ou pas, et sont emmerdés en Grèce et dans le pays orthodoxe. Bon, ok, ouais. Un dernier appel, si vous permettez. Ouais, bon. Allô, bonsoir. Oui, Nadia. Allô. Ah bah voilà, d'accord, super. Ah, ça faisait longtemps. Ah ouais. Enfin, ils sont minoritaires en Syrie, ils vivent très bien en Syrie, les chrétiens. Ils vivaient. Ouais. C'est-à-dire que faut pas se voiler la face. C'est-à-dire aujourd'hui. Joli jeu de mots. Non, oui. Moi je suis contre tout, donc moi je suis pour. D'ailleurs, je ne dis pas voile, j'ai dit foulard, pour que les choses soient claires, parce que le voile, ça voile. Ouais, mais foulard c'est pour se cacher, tu sais, quand on a froid là. Non, il a raison. Non, pour moi, foulard c'est quoi? Le voile, il cache, notamment le visage. Je vois deux belles filles à ma gauche, et donc si elles étaient voilées, elles seraient en burqa, et puis ça serait pas des filles, ça serait des ombres. Donc ça c'est la première. La deuxième, je veux dire que quand on veut utiliser politiquement, on tape sur la minorité. Et du temps de dictateurs, entre guillemets, Saddam, Bachar, Ben Ali, il n'y a pas de chrétiens en Tunisie, les chrétiens sont très bien. Et par exemple, du temps de Saddam, vous aviez des ministres chrétiens, sans aucun problème. Tarek Aziz, il est plus connu d'entre eux. D'ailleurs, il s'appelle Tarek, j'allais dire comme moi, Aziz comme n'importe qui, donc il n'y a pas de différence. Et quand ces Daeshiens et les autres viennent, comme pour les Coptes du temps de Nasser, Nasser qui était lui un fervent arabisant pour le monde arabe, il n'y a jamais eu de problème. Donc quand on veut ouvrir, il y a des problèmes pour les musulmans sous Nasser, mais pour les chrétiens. Bon, non mais je veux dire, on parle des tant chrétiens. Tant mieux pour eux. Voilà. Et donc sous Sadat, il y avait pas de problème. Et aujourd'hui, alors aujourd'hui en Égypte, j'en termine là, c'est merveilleux parce qu'on va faire exploser l'église. Et après, on va au Sinaï et on explose la mosquée. Donc, il faut que les gens comprennent que ces gens-là n'ont rien à voir ni avec notre religion, ni avec une autre. Merci Nadia Lazouni, merci à toi Christophe Eni pour être venu vous présenter tes bijoux. Maharaniz. Merci. Absolument, merci Tarek Mami. Merci à vous. La semaine prochaine vous êtes là parce qu'après vous partez au Maghreb, vous. Oui, ça dépend quel jour tombe. De qui, le 29. Vous allez accompagner qui là, monsieur? Alors la question de Maharaniz, bien sûr. Le président ou le président des accompagnants. Le président Macron accrédité Tarek Mami. Voilà. Et nous on se retrouve quand même sur Speak Up Channel, bien sûr. Du Nadia Lazouni Show. Ah, j'adore. À bientôt, merci à tous et bon week-end à l'écoute de France Maghreb 2. On se retrouve lundi, bien entendu à 16h, on sera là. On ne lâche rien sur France Maghreb 2. Vous continuez de rester connectés au travers des différents réseaux. 18h01, voici le rappel de l'actualité avec Marine Garel pour le flash de 18h. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. 4 détenus ont été interpellés et placés en garde à vue cet après-midi après l'agression à l'arme blanche de 2 surveillants de la prison de Borgo
Saint-Malo en Haute-Corse. Parmi les 4 personnes interpellées, l'une est à l'origine des faits. Les 3 autres sont susceptibles de l'avoir aidé dans la commission des faits. Une enquête pour tentative d'homicide a été ouverte. Par ailleurs, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, est arrivée cet après-midi à Bastia. La garde des Sceaux s'est rendue à l'hôpital. Emmanuel Macron était dans le Var ce matin à Toulon, accompagné de Florence Parly, la ministre des Armées. Il a présenté ses vœux aux forces armées depuis un bâtiment de la marine. Il a annoncé un effort inédit et incomparable pour la défense. La France et les droits de l'homme, l'ONU rappelle le pays à l'ordre. Dans un rapport, elle dénonce les lois antiterroristes qui restreignent les libertés. Également pointé du doigt les discriminations et la surpopulation carcérale. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. Coup de cœur? Alors, coup de cœur, en fait, c'est très court parce qu'on a déjà parlé, c'est Pascal... On en a parlé hier avec Majid Messaoudel. Tout à fait, Pascal Boniface, j'y étais à sa conférence de presse, superbe conférence antisémite. Et puis, pour une fois... Le livre, on précise, parce que attention... Conférence antisémite, ça peut porter à confusion. C'est pas grave qu'il va ça au point non, le livre s'appelle Antisémite. Oui, voilà. Au point où on en est, bon, un antisémite de plus ou de moins. Et par contre, j'aurai un vrai coup de cœur. Pour une fois, on va parler du Moyen-Orient, de la culture et d'un festival de culture. Alors qu'au Moyen-Orient, jusque-là, c'est tank, mort, assassinat. Bon, et bien c'est parti sur France Maghreb 2 avec le programme pour ce vendredi. C'est gai, hein? Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, avec la fin de la guerre contre l'État islamique, les économies du Moyen-Orient redémarrent. Merci au pétrole. Après une première visite officielle au Maghreb en tant que président, au Maroc dès le 14 juin 2017, puis en Algérie le 6 décembre dernier, la Tunisie viendra donc en 3e position pour Emmanuel Macron à l'issue d'une invitation de son homologue tunisien. Une visite très attendue durant laquelle une séance plénière extraordinaire se tiendra donc le 1er février prochain à l'occasion de la visite d'État qu'effectue le président les 31 janvier et 1er février. Le présentateur d'Enquête exclusive s'est récemment exprimé sur Twitter contre le port du voile à la télévision. Ses positions hostiles à l'islam se multiplient en dehors de ses émissions. Bernard de la Villardière est-il adepte du sensationnaliste ou islamophobe? C'est la question qu'on se posera tout à l'heure. La question LGF, si l'État islamique a vu son califat tombé en Syrie et en Irak, il continue d'attirer de nouveaux partisans. Est-il toujours une menace selon vous? Vous répondez à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. On terminera tout à l'heure par une bonne dose de liberté avant de partir au week-end dans le cadre de Libertad. LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h avec cette question du jour que l'on vous pose aujourd'hui à propos de Daesh qui certes a été on peut le dire, laminé en Syrie et en Irak, mais qui continue de recruter et surtout d'avoir des personnes qui les rejoignent. D'où cette question, est-ce que Daesh, selon vous, Nadia, Tarek, Mamie, auditrice, auditeur, est-ce qu'on peut considérer qu'il représente toujours une menace aujourd'hui? Alors moi je vais être rapide, Tarek, donc si vous me le permettez, je vais y répondre. Je veux dire que tant que Assad restera au pouvoir, l'État islamique ou Daesh sera toujours une menace. Voilà, enfin c'est un monstre face à un monstre, c'est ça en fait. Alors qu'Assad reste en place ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance avec Daesh, parce que Daesh c'est d'abord des idées très mauvaises, c'est ensuite une construction occidentale avec plusieurs buts à la fois, et vous verrez que quand demain l'Arabie Saoudite n'aura plus d'argent à donner à Trump, au futur président, tout d'un coup, notre ami, entre guillemets, Assad, va devenir l'ange de la région, et ce sont les Saoudiens qui vont subir la même chose avec un découpage de 5 pays. En tout cas, Daesh justifie, en tout cas fonde sa légitimité dans la région par rapport à un tyran, et c'est comme ça, en tout cas, que Daesh... En Irak aussi. Même pas, parce qu'en Irak, il n'y a pas la même chose, et surtout derrière, Daesh a tué quand même beaucoup plus de musulmans et de non-musulmans. Daesh était américain. Les armes des Kurdes aussi sont américaines. Oui, tout à fait. Donc d'accord. Donc ça veut dire. Non, mais donc ça confirme que c'est les Américains qui veulent détruire les deux, c'est tout. Et donc Daesh est américain. Bon, alors, oui, américain en partie, mais il pourrait dire alimenté aussi. Si les armes, on pourrait dire que le PKK est américain, puisque ils sont sur la liste des organisations terroristes, et pour autant on leur donne des armes pour combattre Daesh qui. C'est le PKK d'aujourd'hui. Fournit également les armes. Le PKK d'aujourd'hui, parce que le PKK d'hier, les armes étaient américaines prises sur l'armée turque. C'est pas la même chose. Ils n'étaient pas fournis par les Américains directement. C'est des armes qui étaient piquées dans la bataille contre l'armée turque. Moi, de ce que j'ai lu, de mes modestes lectures, c'est que Obama fournissait les armes au PKK. Oui, tout à fait. Sans les récupérer des Turcs.
Non, mais parce que ils ont créé, j'en termine là parce que c'est un sujet très passionnant. En fait, ils ont créé Daesh pour officiellement attaquer Bachar, le dictateur. Et après, ils ont dit Daesh est devenu trop fort et donc en fait, faut lui limiter ses moyens et donc on monte les PKK dans une guerre diplomatique avec les Turcs parce que Erdogan à certains moments commençait à les emmerder. Sauf que Erdogan, malheureusement pour lui, j'en termine là sur lui, est un homme instable. Parce que il est votre ami d'aujourd'hui, votre ennemi le lendemain. Il est très proche d'Assad à l'époque, hein. Très proche d'Assad. Oui, aujourd'hui c'est son ennemi. Alors donc vous êtes. Donc Daesh reste une menace. Une menace, j'allais dire dans les idées pour moi, beaucoup plus que dans les hommes. Vous êtes également 73% à partager cette vision, hein, finalement, en disant que Daesh représente une menace sur Twitter, 74% sur Facebook. Donc voilà, on a des scores à peu près similaires sur les deux réseaux en l'occurrence. Vous continuez en tout cas de voter, de répondre à la question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Avant d'entamer notre premier sujet, je sais pas si t'es un petit peu averti en matière économique, ma chère Nadia. Nadia, ça dépend de. Non, je me dis peut-être une question pour Hani. Non, on va parler du pétrole. On va essayer, vas-y. Non, parce qu'on s'aperçoit que finalement les économies du Moyen-Orient repartent et ça se passe plutôt bien. Au détriment des économies de l'Algérie. Non, on parle pas de l'Algérie. Là, on parle plutôt de l'Arabie Saoudite. Non, parce que tu parlais du pétrole, c'est que justement l'Algérie qui fonde beaucoup ses économies, enfin son économie sur le pétrole. Et que le prix du baril a chuté, donc l'économie algérienne est mise en péril, ce qui n'est pas le cas pour le coup des pays du Moyen-Orient. Eux sont épargnés. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on va tenter de comprendre dans un instant. Mais juste auparavant, une petite info en bref. On en a déjà parlé. Le plan du gouvernement israélien pour expulser près de 40 000 étrangers en situation irrégulière, essentiellement. Essentiellement africains. Une partie se dit juive et une autre partie ne se dit pas juif. C'est plus compliqué. Et des Érythréens aussi arrivés dans le pays avant 2012 notamment. L'opposition politique est plutôt silencieuse sur cette question, mais la société civile, pour le coup, elle, il faut le saluer, se mobilise et essaie de faire pression donc sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire parce que ça fait beaucoup de bruit cette info en Israël et l'opinion publique pour le coup se mobilise et essaie de faire pression. Voilà. Tu commentaire, non? Le commentaire, c'est que même quand on n'a plus de conscience, il en reste encore un petit peu. Et comme aujourd'hui, il est très très difficile de pouvoir prétendre défendre les Palestiniens en Palestine, et que dans cette société israélienne, il y a beaucoup d'hommes et de femmes formidables qui ont défendu les droits, ne serait-ce que pour leur propre conscience, ils vont défendre donc ces migrants. D'accord. Alors, ça s'est passé aujourd'hui dans un contexte militaire tendu, dans le Sahel notamment. Emmanuel Macron présentait tout à l'heure ses vœux aux armées à Toulon. Ça s'est passé dans le sud de la France. La capacité d'intervention militaire de la France sera maintenue à son meilleur niveau. C'est ce qu'a déclaré tout à l'heure le président de la République, qui a aussi rendu d'ailleurs hommage aux 7 militaires français tués sur le terrain en 2017. Écoutez un extrait de ces vœux présentés ce matin aux armées. En opération sur les théâtres, mais aussi au cours d'activités opérationnelles sur le territoire national et en mer le long de nos côtes. 7 militaires de nos armées sont morts en 2017. Je sais que leurs familles, éprouvées, sont chaque jour soutenues par la communauté militaire. C'est votre honneur à tous et je vous en remercie au nom de la nation tout entière qui n'oublie jamais ce qu'elle doit à ceux qui sont morts pour sa liberté. Je veux une France forte, maîtresse de son destin, protectrice de ses citoyens et de ses intérêts, capable d'assurer sa défense et sa sécurité, et en même temps capable de proposer des réponses globales aux crises qui nous touchent. Je veux une France qui aide et qui protège ceux qui sont les victimes de l'obscurantisme ou du terrorisme, dont la voix soit entendue par-delà nos frontières. Je veux une France fidèle à ses engagements au sein de l'Alliance Atlantique, mais qui soit également le moteur de l'autonomie stratégique européenne. Voilà, c'était Emmanuel Macron donc ce matin, donc il a présenté ses vœux et il a reçu d'ailleurs Merkel cet après-midi après avoir rencontré Theresa May hier. Un programme chargé pour Macron, donc faut le suivre. Faut le suivre, c'est vrai. Il est rapide, il est jeune, c'est pour ça. Il est jeune, il arrive. Peut-être qu'il a un hologramme.
Ah, peut-être. non, Allons savoir. Il y en a qu'un qui a. C'est ça. C'est Mélenchon qui est à Marseille aujourd'hui, Ouais. qui va présenter ses vœux, lui, au nom de la France Insoumise. C'est la rentrée de la France Insoumise aujourd'hui, après les vacances d'hiver. Ça se passe donc à Marseille aujourd'hui. Un petit mot de la Tunisie, Tarek, pour dire que la pression sociale est quelque peu retombée, mais l'ambiance reste lourde visiblement après les manifestations. L'heure est au décompte des arrestations et à la justice. Dans tout le pays, plus de 930 personnes ont été arrêtées. Ouais, 973. Les procès sont donc nombreux à venir. Hier à Tunis comparaissaient 21 personnes par exemple, arrêtées dans la petite ville de Tebourba à 35 km de la capitale, ville où les manifestations contre la vie chère avaient démarré le 8 janvier dernier. Accusés d'avoir participé à des actes de violence, cette audience a surtout révélé que de nombreuses arrestations ont eu lieu de façon arbitraire. En tout cas, c'est ce que dénoncent beaucoup de personnes qui ont été arrêtées. L'avantage des arrestations arbitraires, c'est qu'en Tunisie aujourd'hui, vous êtes vraiment... Un pays qui fait ça, c'est Israël. Hein. Merveilleusement. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est vendredi, c'est la dernière, oui, avant le week-end, avec le grand forum bien sûr. Et j'ai envie de dire un duo inédit pour le coup en ce vendredi. Nadia Lazouni, comment ça va? Très bien Christophe, toujours ravi d'être là, hein, à vos côtés. Ravi de t'accueillir ma chère Nadia, aux côtés de Tarek Mami, qui est lui plus habitué du vendredi on va dire. Bonjour Tarek. Le pilier du vendredi. Voilà. On dit le vendredi c'est Mami. Voilà. Bonjour Christophe, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs. J'espère que tout le monde va bien et qu'on va passer 2 heures à la fois d'échange et de découverte dans un climat à la fois apaisé et puis courtois. Un peu tourmenté aussi. Non. On essaye justement de baisser la tension pour faire courtois et pour faire cordial. Même quand on n'est pas d'accord. Pas sûr qu'avec les sujets proposés on y arrive. Pas grave. Bon. Nadia, on va parler de Fillon avec toi, tiens. Ouais, je sais pas, je me suis réveillée ce matin et je me suis dit, mais il est où Fillon? Est-ce qu'il a rendu les thunes? Et donc voilà, c'est une question que je me suis posée, ça sera ça. La deuxième question est plus intéressante que la première, quoi. Oui, voilà, c'est un peu, c'est intimement lié, donc on va essayer de répondre à cette question. Et ton coup de cœur est physiquement présent. Eh ben oui, on a beaucoup de chance d'avoir le coup de cœur ici. Elle s'appelle Hani. C'est la créatrice de Maharani's, des bijoux chic oriental, mais elle peut faire un petit coucou, hein, Hani. Coucou. Coucou à tous. Bonjour. Des bijoux. Bonjour. Des bijoux Merci chic, de m'accueillir. Oui, orientaux chic. D'accord. C'est pour les autres orientaux, ils sont plutôt ploucs. On parle des bijoux là. La marque Maharani's est une marque orientale chic. Qui s'adresse à un public spécifique? Ah non, pas du tout. Non, ah non. C'est ouvert à tous. Une marque métissée déjà. Mais quand vous dites chic, ça veut dire que c'est au niveau du prix un peu. Pas forcément. On a une gamme de prix plutôt accessible, mais chic parce que c'est des bijoux qui sont plutôt dorés, avec parfois certains sertis à leur fin, et aussi avec Christos Swarovski. Ah oui, d'accord. Okay. Ah, j'ai pas le droit de citer la marque. Du temps de Sarkozy, on appelait ça bling bling. Mais maintenant, bon, c'est mieux chic. Voilà, chic, c'est mieux. Vous l'avez ôté de la bouche. Vous verrez, elle a apporté avec elle des parures, vous verrez que c'est pas bling bling. C'est raffiné. D'accord, très bien. Merci de m'accueillir. Pas forcément. Bon, j'avoue que je suis pas forcément un connaisseur en la matière. Mais bon, hein, je laisse évidemment Nadia qui est beaucoup plus connaisseuse sur le sujet, en l'occurrence. Merci à Hani et merci à Christophe de me faire confiance. Tu sais que j'ai un goût prononcé pour l'esthétique, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ouais. Ça se voit sur toi d'ailleurs. Tarek, dans ton avis tranché, on va parler de quoi? Alors, dans l'avis tranché lui-même, on va parler de la seule démocratie du Moyen-Orient. Laissez-moi deviner Israël. Que vous connaissez. Oui. Quand on regarde la mythologie, ça s'appelle Janus. Janus, c'est le dieu qui a 2 têtes collées l'un à l'autre qui ne peuvent jamais se voir. Donc vous avez le bon côté de Janus et le mauvais côté de Janus. Et aujourd'hui, on va faire Janus dans le miroir des Palestiniens, combien de prisonniers, combien de morts, c'est aussi ça la démocratie. Des chiffres quoi. Que de Alaouite, pour faire simple, pour rentrer dans cette description de secte qui n'existe pas normalement. Et donc, si vous voulez, c'est un prétexte. Madame Clinton reconnaît elle-même qu'elle a constitué Daesh avec d'autres. Quoi. Bon. Et je ne sais pas si vous avez lu le livre de Nicolas Hénin justement sur la création, l'émergence en tout cas du mouvement Daesh qui est effectivement parti en Irak. Enfin, à la base, Daesh, quand ils étaient là-bas, leur légitimité c'était quoi? C'était de protéger ces sunnites contre les milices chiites qui prenaient une revanche depuis la chute de Saddam Hussein. Et ensuite, ils ont étendu, on va dire, leur territoire parce qu'ils étaient
très populaire à la base. Hein. Alors c'est un peu plus compliqué que en ça, Syrie. parce qu'en fait, à la chute de Saddam, la minorité sunnite qui avait le pouvoir va se retrouver en minorité face aux chiites, qui sont revanchards, beaucoup moins aujourd'hui, mais dans les premières années, c'était revanchard, et d'ailleurs l'exécution de Saddam Hussein le jour de l'Aïd n'est pas gratuite. Voilà. Et donc il y a une alliance objective entre les militaires héritiers de Saddam, sunnites, et ces nouvelles personnes qui ont été formées, faut le savoir, dans les prisons américaines en Irak. Et donc, si vous voulez, on ne peut pas, quand on fait des recherches, quand on travaille, moi, j'ai dû lire une vingtaine de livres sur Daesh, par les uns, par les autres, et je trouve, par exemple, que le meilleur livre sur Daesh est le livre d'un journaliste de Paris Match, censé faire le choc des photos. C'est pour dire. Hein. Ben, c'est pour dire, parce qu'il était là-bas pour faire ses images, machin truc, et tout d'un coup, il est tombé dans la sauce Daesh, et il a voulu comprendre. Et il explique très bien qu'on ne peut pas justifier aujourd'hui Daesh par Bachar ou par d'autres, mais par, si vous voulez, ce que j'écris, moi, dans un papier, le nouveau Moyen-Orient. En fait, le but final de Daesh est un instrument pour découper l'Irak en 2 ou en 3, la Syrie en 2 ou en 3, pour arriver à obtenir des territoires grands comme la Palestine, Israël, avec des noms confessionnels. Donc il y aurait la Syrie sunnite, la Syrie chiite, la Syrie alaouite, pour qu'Israël derrière, non seulement elle reste la puissance, mais puisse revendiquer l'État juif, en disant, vous avez bien un État sunnite. Donc c'est une construction intellectuelle beaucoup plus forte, sauf que les manipulateurs en général trouvent les bons moyens et le bon moment pour alimenter. Et quand vous trouvez les armes de Daesh, toutes les armes de Daesh sont américaines. Et quand Daesh va prendre donc Mossoul, la plus grande, l'armée américaine dépose des milliards de dollars en papier à 10h du matin, à 11h du matin dans la banque centrale de Mossoul, et l'armée américaine se retire, et à 16h, il y a Daesh qui arrive pour occuper la ville et aller à la banque et trouver donc le magot qui lui a été déposé. Donc quand vous reprenez tous les éléments de construction, c'est une construction de destruction. Donc oui ou non alors? Elle reste très dangereuse dans le sens où ces idées doivent être éradiquées. Avant, j'allais dire, pour moi, c'est plus important d'éradiquer les idées que d'éradiquer les hommes, parce que quand vous arrivez à faire changer les hommes d'idées, ils deviennent moins dangereux. Et vous connaissez, cher Christophe, ma phrase, que pour moi la bataille des idées est supérieure à la bataille des armes, puisque les armes, ça se termine, ça se périme, mais les idées continuent et finissent par vaincre. Je voudrais juste ajouter quelque chose rapidement. Enfin, vous disiez que les armes de Daesh